1, 2. Un, deux. Un, deux. Sans a priori, c'est nul. Celui-ci fonctionne. Non. On n'en a qu'un. C'est un peu bouclé. D'accord. Faut quand même demander. Bonjour à tous, merci pour votre participation à cette table ronde et merci à la Maison de l'Amérique latine de nous accueillir. Je suis Léa Mathieu Figueiredo, je travaille sur les questions industrielles au réseau Action Climat. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, le réseau Action Climat est une fédération d'associations qui travaillent à l'échelle locale et internationale pour lutter contre les causes du changement climatique. La table ronde qui nous réunit aujourd'hui, au titre volontairement un petit peu provocateur, la filière ciment-béton, un mur face à la transition, a pour objectif d'appréhender la question de la transition de l'industrie cimentière à travers des leviers qui sont peut-être un petit peu moins évoqués, notamment celui de la réduction du taux de clinker dans le ciment, et de parler de freins qui existent aujourd'hui, notamment ceux de la standardisation et de la normalisation dans le secteur de la construction et du bâtiment. Donc, pour cette table ronde, nous avons un panel d'intervenants venant d'horizons différents. Vous aurez l'opportunité d'échanger avec eux lors d'une partie d'échange questions-réponses après les différentes présentations. Et il y aura ensuite, à 10 heures, un deuxième temps informel où vous pourrez reprendre un café en bas, si vous le souhaitez, pour échanger à nouveau. Dernier petit détail technique pour les personnes qui se trouvent en Zoom. Vous pouvez échanger avec les intervenants dans l'espace, l'onglet Q&A, et notre modérateur s'occupera de transmettre les questions. Donc, sur ces mots, je vais laisser maintenant la parole à Monsieur Valérie Laramé de Tannenberg, rédacteur en chef de l'usine AGES, qui va modérer cet événement, et je vous souhaite une très bonne table ronde. Merci Léa. Bonjour à toutes et à tous. Je vais synthétiser ma synthèse pour laisser la parole aux panélistes. Je vous rappelle juste quelques enjeux. La production de ciment dans le monde, de mémoire, c'est 8% des émissions anthropiques de gaz carbonique. C'est une industrie vitale, mais c'est une industrie qui peine à décarboner sa production, puisque depuis grosso modo 2014, si ma mémoire est bonne, elle émet toujours dans le monde à peu près
c'est un petit peu moins de 2 milliards de tonnes de CO2 par an et ça ne décroît pas. En France, c'est 2,4 % des émissions de gaz à effet de serre. Et jusqu'à présent, on a l'impression que l'industrie cimentière, mais je suis sûr que je vais être démenti dans peu de temps, n'a pas fait grand-chose pour baisser son intensité carbone. J'en veux pour preuve les statistiques publiées par le CITEPA qui sont toujours désespérément planes. Alors que l'Union européenne, vous le savez, s'apprête à rehausser sensiblement ses ambitions climatiques en exigeant de nos sociétés de réduire nos émissions de 55% entre 1990 et 2030. Et ça, en renforçant également le marché européen avec la mise en place très progressive du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui était une demande de nombreux industriels, dont l'industrie cimentière. Alors la bonne nouvelle, c'est que, comme le dira très rapidement Éric Berger tout de suite, c'est qu'on dispose de tout un éventail de solutions techniques, depuis la capture et le stockage de carbone, qui est l'une des voies, l'un des leviers que veut utiliser l'industrie cimentière, mais également tout un autre éventail de solutions qui sont peu souvent mises en évidence par mes confrères et mes consoeurs journalistes, mais aussi par l'industrie cimentière. Donc, on va explorer plus en amont cet éventail et je veux vous présenter tout de suite les panélistes et leur passer la parole. Il y aura bien sûr Éric Berger du Shift Project qui, après avoir longtemps traîné ses guêtres dans le ciment et la chimie, est devenu l'un des penseurs du Shift Project que je ne pense pas qu'il faille présenter ici. C'est un think tank qui réfléchit à la transition climatique de l'économie française. Jean-Christophe Trassard d'Ecosem, donc c'est un cimentier qui produit, qui met sur le marché un ciment bas clinker. Il nous expliquera de quoi il s'agit, quelles sont ses performances et qu'est-ce qu'on peut en attendre. Reda Belmajoud, qui lui est un gros utilisateur de ciment, puisqu'il c'est lui qui perce, pas tout seul, mais en partie, le futur plus grand métro du monde, le grand, le en Europe. Bon, c'est déjà pas si mal. Donc, c'est un gros utilisateur de ciment et il a mené un certain nombre d'expérimentations pour voir comment il était possible de réduire l'intensité carbone de ce ciment. Et puis, Thomas Janin, de la Direction générale des entreprises de Bercy, nous dira comment les pouvoirs publics peuvent inciter, enfin, ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas encore, pour inciter les cimentiers et leurs clients à réduire l'intensité carbone du ciment. Éric Berger, vous êtes donc toujours du Shift Project. Vous avez comment dire, coordonné la rédaction d'un gros rapport sur la décarbonation du ciment l'an passé, je crois, et vous avez exploré toutes les possibilités qui s'offrent à cette industrie pour décarboner rapidement sa production. Qu'est-ce qu'ils ont à disposition autre que le captage, stockage du carbone? Oui, d'abord, il faut prendre en compte quand on parle du ciment que c'est un domaine qui n'est pas facile, puisque c'est un domaine qui demande des investissements lourds, à la fois sur du foncier, parce qu'il faut des carrières, et puis il faut beaucoup de capex. Donc, on ne peut pas improviser des changements. Voilà, on ne fait pas un jibe ou un virement de bord comme ça. Il faut l'avoir en tête, hein, c'est très capitalistique. Ce n'est pas du mélange, hein, c'est de l'industrie lourde, hein. Donc, une fois qu'on a ça en tête, on se dit que les changements, il faut les prévoir très, très à l'avance, sinon on va avoir du mal à les faire. Donc, je dirais que si on devait faire un rapport historique, c'est vrai que les émissions ont peu baissé, honnêtement. On va pas s'étendre trop là-dessus, mais le gros regret qu'on peut avoir quand même, c'est que pendant 30 ans, en particulier dans les pays développés, il ne s'est pas passé grand-chose, hein. On a plutôt la bête pour dire. Et puis, il y avait le développement dans les pays émergents parce qu'il fallait suivre aussi les démonstrations de capacité en Chine, hein, qui a des consommations incroyables, mais c'est vrai dans tous les pays. Et on est arrivé au paradoxe incroyable que les usines les plus modernes étaient plutôt dans les pays émergents et les usines les plus vieilles, les moins performantes, étaient dans les pays mûrs et européens en particulier. Donc, on se retrouve avec des usines pas performantes, mais ce n'est pas le cœur du problème, c'est un des aspects du problème. Mais ça, voilà.
On a mis en place des mécanismes comme les EUETS qui étaient censés être incitatifs. Alors, il y a des secteurs sur lesquels c'était incitatif, mais pour le ciment, ça a été plutôt l'inverse, puisqu'en fait, ils étaient excédentaires en allocation, donc ils ont fait plutôt des sous avec les crédits EUETS. Ils étaient excédentaires, ils ont pu les vendre, et ça a augmenté les résultats. Et malheureusement, ça ne s'est pas trop vu dans les CAPEX. Il y Voilà. a eu un petit peu de lobbying de l'industrie cimentière aussi. Oui, oui, oui. Alors, en même temps, il faut être juste, on parle aussi de construction, donc il y a des histoires de sécurité, de normes, tout ça, et voilà. Mais néanmoins, il y avait des tas de domaines dans lesquels des gens qui formulent, notamment, quand on parle du ciment, il faut aussi penser au béton qui est derrière. Et en fait, le ciment est un des constituants, mais il y a plein de constituants. Et en fait, vous faites en sorte de, pour les néophytes, vous faites une sorte de gâteau, d'accord? Vous mettez une farine. Et en fait, il se trouve qu'on pourrait faire des gâteaux, donc il y a des gâteaux sans gluten aujourd'hui, hein. Ben, on pourrait faire des gâteaux ou des matériaux avec moins de ciment. Je ne dis pas sans ciment, parce que ça arrive, mais c'est des anecdotes, hein. On peut faire des choses. Donc, il y a plein de tas de domaines qui ont évolué, mais la grosse masse n'a pas évolué. Tout est figé depuis très, très longtemps. Et c'est dommage, parce qu'en fait, il y a un potentiel de développement absolument massif dans le ciment et dans le béton. Il faut penser vraiment… Ce qui est paradoxal quand même, c'est que au moment où on aurait dû améliorer ces formulations, on a fait plein de formulations nouvelles pour améliorer les performances du béton, son mode d'utilisation. Donc, les chimistes ont travaillé sur certains pans du problème, mais pas sur tous. Non, honnêtement, les bétonniers, c'est-à-dire ceux qui sont ou les mortiristes qui sont en aval, qui sont les clients des cimentiers, ont été plus créatifs. Alors, en même temps, ça se comprend, c'est plus léger, hein, vous faites une industrie de mélange, donc c'est plus facile. Mais néanmoins, on va dire que la créativité des gens en aval est un peu limitée et bridée par rapport… Alors, ils ont fait des choses, hein, par exemple, les chapes autoplaçantes qui ont été lancées par Lafarge, puis ensuite d'autres bétonniers, c'est des innovations majeures, par exemple, qui permettent de mettre en place, avec beaucoup moins de main-d'œuvre, des solutions très, très plates. Voilà. Mais on ne s'est pas vraiment attaqué à la décarbonation, si vous voulez. On s'est attaqué à plein de nouvelles fonctions, ce qui est super, mais pas du tout. Or, au Shift, on a une conviction qui s'est avérée réelle. Et puis, j'étais patron, je peux vous le dire, c'est une réalité. Tant qu'il n'y a pas la contrainte, bah, on joue selon les règles du jeu, hein. Et puis voilà. Et donc, on fait aussi du lobbying pour pas que les contraintes s'alourdissent. Je l'ai vécu dans la chimie. Par exemple, la chimie s'est insurgée contre une norme qui s'appelait REACH, une norme européenne. C'est la fin de la chimie, la fin de l'innovation, c'était terrible, les coûts allaient exploser, les CAPEX, la fin de l'innovation, on allait délocaliser. Bon, ben voilà, maintenant, 15 ou 20 ans après, plus personne n'a envie de revenir sur REACH. Et au contraire, je dirais même que REACH a sauvé, de mon point de vue, la chimie européenne en la forçant à nettoyer ses portefeuilles produits, à éliminer des molécules qui étaient mauvaises, à coopérer en filière aussi. Parce qu'avant, c'était, voilà nos molécules, tu prends, voilà. Là, tout d'un coup, il fallait faire des groupements d'acteurs pour faire homologuer des analyses de cycle de vie. Et ben voilà, c'est ce qu'il faut qu'il arrive dans le ciment aujourd'hui, dans le ciment et béton. C'est-à-dire que pour moi, les cimentiers ont une partie de la solution, parce qu'ils doivent faire évoluer leurs produits. Mais je dirais, il faut être honnête, les bétonniers sont souvent pas aux ordres, c'est pas le bon mot, mais enfin, ils ont moins de moyens que les cimentiers. Ils ont aussi une capacité d'innovation qui est majeure. On peut imaginer des liens vraiment radicalement différents, mais le système est totalement verrouillé par les normes que les cimentiers ont eux-mêmes créées. Et donc, ça devient très dur. Donc, si on ne crée pas la contrainte, hein, comme les chimistes, hein, ils ont éliminé, vous savez, le trou de la couche d'ozone, les chlorofluorocarbones n'ont été éliminés que parce qu'on a changé les règles, hein. Et voilà. Et qu'il y avait peu d'acteurs et qu'il y avait peu de molécules à traiter. Oui, voilà, mais là, c'est pareil, hein. Rich, c'était pareil, donc il va falloir changer de braquet. Et la norme, alors il faut être honnête, parfois on peut se faire de la flagellation en France, on est en retard sur ceci, en retard cela. Le gouvernement a pris une des mesures les plus fortes au monde, en mettant en place la RE 2020, qui force à une performance carbone de la construction neuve avec un plafond au mètre carré qui doit se réduire dans les 10 ans qui viennent. Et c'est un truc qui existe ailleurs, mais sous forme de label, je dirais, LEED, BREEAM et compagnie dans d'autres pays, mais c'est optionnel, un peu comme il y avait autrefois le bâtiment haute qualité environnementale, mais qui sont des projets spéciaux. Et là, c'est un truc qui va s'imposer. Et là, ça ne vise pas vraiment le béton et le ciment, mais spécifiquement, mais ça les vise quand même, indirectement. Et ça vise tous les matériaux, en fait. Et là, maintenant, c'est de dire, ben voilà, il faut faire une comptabilité carbone à côté de la comptabilité financière d'un bâtiment.
Et maintenant, ben, ça ouvre une compétition. Ça dit, ben, démerdez-vous, les matériaux vont se battre entre eux et vous allez voir, ça va libérer une créativité extraordinaire. Et pour le coup, honnêtement, c'est une mesure, on peut critiquer le gouvernement sur plein de choses, mais là, pour le coup, c'est un truc qui a été décidé finalement il y a 1 an, et qui est énorme. Il ne faut pas lâcher, parce que je pense qu'il y a peut-être des tentatives d'assouplir, mais qui pour moi, c'était une bonne mesure, parce que nous, on est très en faveur des normes. Je sais que c'est la mode de taper sur les normes, mais en fait, la norme, beaucoup plus que la taxe, c'est efficace parce qu'elle libère la créativité. C'est comme l'industriel, si on lui met une contrainte, c'est comme un créateur de musique, hein, quand on lui commande un opéra, ben, il est obligé de se conformer un peu à la commande, vous voyez, et puis il devient créatif. Voilà, ben là, c'est pareil. Je peux vous dire que moi, je trouve, même quand on parle des cimentiers ou des bétonniers aujourd'hui, ben, je les trouve beaucoup plus intéressants qu'il y a 2 ans. Vous voyez. Alors, Ils sont beaucoup plus créatifs. Vous avez Beaucoup plus heureux d'ailleurs, j'ai remarqué. Vous avez évoqué, Éric Berger, la norme. Y a-t-il d'autres leviers que aujourd'hui les cimentiers peuvent actionner pour Oui, alors commencer à décarboner non, mais leur la norme, si process? vous voulez, c'est l'étincelle qui va libérer la créativité. Mais oui, il y a plein de choses en fait. On peut travailler sur le ciment, on peut travailler sur le béton. Et dans le ciment, je pense qu'il faut. Alors, il y a un truc que nous, on a mis en exergue au Shift dans le PTEF, c'est que la somme des plans ne fait pas un plan. C'est-à-dire que quand on fait la Le somme. PTEF pour les. Alors, le plan de transformation de l'économie française, on a sorti un bouquin qui était la somme de plein de rapports. Mais surtout, ce qui est intéressant, ce n'est pas chaque chapitre du livre, c'est la somme, le rebouclage. En fait, ce PTEF, il dit quoi? En fait, il y a des conflits d'usage entre toutes les filières et les usages, les filières industrielles et les usages, qui fait que si je prenais la somme de tous les gens qui se réclament de la biomasse, tous les gens qui se réclament de l'hydrogène vert, tous les gens qui se réclament du CCUS, il n'y aura jamais assez de biomasse, il n'y aura jamais assez d'électricité pour faire tout cet hydrogène vert et tout ce CCUS. Et ce n'est pas parce qu'on est anti-CCS. Hein. CCS, c'est-à-dire Carbon Capture and Storage. C'est la capture du carbone. Moi, je trouve ça une solution très bien. Quelqu'un qui est bien placé, avec des fumées très concentrées, près de la mer, avec des puits de pétrole ou de gaz dans lesquels on pourrait réenfouir. Moi, je dis bravo, super. Mais c'est quand même très intensif en énergie. Hein. Il va falloir quand même minimum entre tous les. Alors, ça dépend des technologies, mais à mon avis, entre 400 et minimum 400 kWh par kilo de CO2. Voilà, donc si on multiplie ça par toutes les énergies, toutes les usines en France. Il n'y aura pas assez pour tout le monde. Il n'y aura pas assez pour tout le monde. Donc, en fait, c'est pour ça que quand je vois par exemple, un groupe cimentier comme Heidelberg, là, je fais un nom parce qu'ils s'en revendiquent beaucoup, donc je peux y aller, qui dit si je vais mettre du CCS absolument partout. Je dis super, mais en fait, non, sauf s'il est le premier, en fait, s'il arrive à capter et sécuriser ses sources d'énergie, très bien, mais toutes les cimenteries du monde entier ne pourront jamais se doter de CCS. Il n'y aura jamais assez d'énergie, voyons. Et même si Alors, je prends qu'est-ce qu'il leur reste? Il faut jouer sur tous les leviers, voilà, véritablement, il faut libérer la créativité, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, on va pouvoir sortir des ciments qui seront à très très bas taux de clinker, il va falloir qu'ils bougent les normes, et ça ne va pas être facile. Parce qu'il y a des gens qui vont freiner, il y en a qui vont pousser. Mon voisin de gauche, je pense qu'il pousse plus. Il y en a d'autres qui vont dire, des cimentiers qui vont dire. Il n'y a pas longtemps, il y a un cimentier qui me dit moi, j'aimerais vendre mon CEM. Il a un CEM 6, je crois, mais il ne peut pas le vendre parce que la norme utilisation n'est pas prête. Donc, merde, je l'ai dans mes silos, je ne peux pas le vendre. C'est dommage. Bah oui, mais en fait, et il a dit en fait, je suis coincé dans les normes que j'ai moi-même aidé à tisser. Bah oui, c'est exactement ce qui se passe. Après, les bétons, on va pouvoir faire des bétons radicalement nouveaux. Et il y a des gens qui disent qu'il faut que le changement soit tout dans le ciment. Moi, je peux dire, je pense qu'il faudra tout. Il y aura aussi des changements qui seront au niveau de la formulation du béton, que ce soit en préfa ou en béton, prêt à l'emploi. Mais il faudra aussi penser le changement de la structure des bâtiments. Vous voyez, mais c'est incroyable à quel point les gens sont bloqués. Hier, j'intervenais pour un fonds d'investissement auprès d'un fabricant de produits biosourcés. Et c'est assez marrant. Lui, je fais des produits biosourcés, donc je ne peux les vendre que dans l'ossature bois. Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce qui empêcherait que tu mettes ton produit biosourcé dans un pot-au-poutre béton? Ben oui. Parce que non, le béton, c'est pas bien. Mais non, mais on s'en fout. Si globalement, ton bâtiment, il est pot-au-poutre et tu as du biosourcé au milieu, quel est le problème? Pourquoi mettre de l'EPS en isolant? Donc, les gens sont un peu chacun dans leur chapelle. Donc, on peut critiquer les cimentiers et les bétonniers parce qu'ils n'ont pas avancé assez vite. Et on doit le faire parce que
C'est l'amour vache hein, avec un peu avec cette filière. Mais c'est vrai chez les autres. Hein. Quelqu'un qui fait des idoles en paille, qui dit je veux travailler avec de l'ossature bois, Alors, je vais me faire l'avocat c'est du idiot. diable pour une fois. Est-ce que vous évoquiez la norme RE 2020 avec le fait que de plus en plus, les maîtres d'œuvre, les architectes devront choisir des matériaux biosourcés, si possible produits pas trop loin du chantier. Est-ce que le ciment a encore une chance face au bois, par exemple, face à la paille, face aux chanvres? Oui, parce qu'il y a des choses qui sont très compliquées voilà, quand on fait des fondations, quand on fait l'infrastructure, je vois pas comment on peut ça sera très difficile. Mais on pourrait faire des bétons qui sont infiniment moins carbonés. Vraiment, vraiment. Et franchement, alors je prends souvent cet exemple provocateur, mais il est très bon. Dans la sidérurgie aujourd'hui, on utilise des bétons pour remplacer les briques, pour des questions de facilité de mise en œuvre. Et ces bétons, il y en a qui sont tombés à 2 à 3% de ciment. Voilà. Aujourd'hui, un béton de génie civil, il est à 10-12% de ciment. On dit, ah ben c'est très particulier. Oui, parce qu'il faut travailler sur tout. Il faut travailler sur tous les granulats, des parties. Au lieu d'avoir 2 coupes granulométriques, peut-être qu'il en faut 4. Ah oui, il faudra. Et le métier, en fait, du bétonnier va devenir beaucoup plus passionnant. On va avoir des types de formulations qui vont devenir vraiment passionnantes. Moi, il y a 10 ans, un jeune ingénieur m'aurait dit, je vais rentrer chez un bétonnier. Je t'aurais dit, ouais, ok, voilà, ou un cimentier, alors, pire. Maintenant, non, mais franchement, non, tout est déverrouillé, on ne peut rien faire, va pas t'emmerder à rentrer dans ce genre de boîte. En revanche, aujourd'hui, grâce à la norme et la contrainte entre les EU ETS dont les quotas vont baisser, la suppression, plus la RE 2020, je dirais en France, je dirais pas ça ailleurs. Aux États-Unis, il ne faut pas rentrer dans ces boîtes-là, ça n'a aucun intérêt. Là, oui, tout d'un coup, on peut faire des choses. Voilà. Et d'ailleurs, le syndrome, c'est que vous avez aujourd'hui, le symptôme, c'est que c'est incroyable, mais il n'y a jamais eu autant de startups aujourd'hui dans le béton, les matériaux biosourcés. Alors, tout ne réussira pas. Il n'y a pas assez de bois en France pour substituer le béton, de toute façon. Il faudrait que la structure bois se fédère. Mais par exemple, il y a des choses qui bougent quand même. Par exemple, là, vous voyez, sur la paille, il y a des gens qui font des choses sur la paille, qui veulent vraiment sortir de l'artisanat. Vous voyez, il est débile de continuer à mettre du polystyrène expansé absolument partout. C'est un autre aspect, hein, mais on peut remplacer par la paille. Mais le problème, c'est comment industrialiser. Et moi, j'étais industriel, j'ai des mortiers isolants, j'ai voulu utiliser du chanvre, extrêmement difficile. Même j'avais la volonté, mais la filière amont n'était pas prête. Donc, alors, on a fini par lancer le truc, mais il a fallu 7 ou 8 ans. Alors que si j'avais pris un produit avec du polystyrène dedans ou des granulats, des billes de verre soufflé, je pouvais le lancer en 6 mois. Alors, on va passer la parole à un industriel créatif, qui est Jean-Christophe Trassard de la société Ecosem, qui produit donc un ciment à bas niveau de clinker. Vous pouvez nous présenter la société et puis son produit phare, et on va discuter après. D'accord. Donc, Ecosem, c'est une société qui a une vingtaine d'années, qui est une société que l'on présente comme franco-irlandaise, créée par un Donald Ryan, un Irlandais qui vit d'ailleurs à Paris. C'est une société qui a près de 200 personnes à peu près, qui est principalement en Europe de l'Ouest, avec principalement un tissu industriel sur la France. On a 2 usines qui sont à Dunkerque et à Fos-sur-Mer. Ensuite, on est en Irlande et aux Pays-Bas. Et on se développe ailleurs. On en entendra parler d'ici quelques mois. Le cœur de métier a été d'avoir pour Ecosem des solutions bas carbone basées sur l'économie circulaire. Donc, on est connu, je vais citer le terme, pour le laitier de haut fourneau, qui est le business model jusqu'à présent, j'allais dire presque ancien. Et depuis quelques temps déjà, on produit effectivement, on n'a pas de souci avec le terme de cimentier, des ciments bas carbone. Mais on est vraiment, alors pour les gens qui connaissent, qui sont un peu dans ces jargons-là, sur des CEM3 et bientôt des CEM6 d'ailleurs, qui sont conformes à la dernière norme ciment. Et pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont peut-être sur Zoom. Alors, ce sont des ciments où vous avez, on va y venir, ça a été cité par Léa en introduction, des taux de clinker. J'y reviens dans un instant, qu'est-ce que c'est le clinker et en quoi il y a un sujet autour du clinker, qui sont à très bas taux de clinker. Le clinker, c'est en moyenne en Europe de l'Ouest et en France, 75% du ciment. C'est cette partie qui véritablement demande un processus industriel
assez énergivore puisqu'on passe à travers un four à 1450 degrés et vous avez effectivement des émissions qui sont, pour être très clair, assez néfastes. Vous avez rappelé en introduction les chiffres, c'est 7 ou 8% des émissions au niveau de la planète. Donc 75% de clinker dans le ciment. Actuellement, il y a des technologies, et nous, on en a une dont on fait la promotion depuis quelques semaines, qui permet de réduire drastiquement. Je reviendrai tout à l'heure sur la norme. La norme peut aider à ça, mais nous, on est très, très clair, ça ne va pas assez vite. Alors, il y a un point sur lequel je souhaite revenir, Éric Berger. Attendez, on va prendre les choses dans l'ordre. La norme dit quoi aujourd'hui et qu'est-ce qui ne va pas si vite? Alors, la norme réduit drastiquement, effectivement, le taux de clinker dans les ciments en fonction des catégories. Ceci étant dit, la France, et là je suis entièrement d'accord avec ce que disait Éric Berger il y a un instant, est plutôt précurseur là-dessus. Il y a la dernière, ce qu'on appelle la 197.5 qui est sortie, qui permet de sortir un certain nombre de ciments où on améliore. Donc, pour faire une échelle, on ne va pas rentrer dans le détail, on part du CEM1 où il y avait 95% de clinker, donc cette fameuse partie assez polluante, jusqu'à des CEM6 où on a vraiment des taux de clinker moindres. Le problème, c'est qu'il faudrait aller encore au-delà, parce que l'horloge tourne, vous l'avez dit en introduction, et actuellement, il y a des technologies qui permettent d'avoir des ciments à 20% de clinker, de cet ordre-là, mais qui ne sont pas compatibles avec la norme. Et ça, ce qui est très important, ça a été dit par mon prédécesseur, on a, alors je vais être très clair, déjà des solutions qui sont avec des taux très très faibles, mais qui sont des solutions de niche. Donc honnêtement, on ne peut pas faire ce qu'on appelle la massification, le passage à l'échelle. Ce qu'il faut, parce que vous l'avez redit, les enjeux et les volumes du ciment, c'est 18 millions de tonnes en France, il faut aborder le gros volume des ciments. Donc si on passe, imaginez, de 75% à 20%, non pas demain, parce qu'il faut aligner les normes, là, on est capable de réduire véritablement les émissions de CO2. On passerait de 7% à 4%. Donc on réduit de moitié quasiment. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous faites du ciment avec peu de clinker? Alors, il y a dans le clinker, encore une fois, est un produit miraculeux. D'ailleurs, rappelons-nous qu'il a été inventé en France par une société qui s'appelle Vicat, qui est un des grands cimentiers français au début du 19e siècle. Un autre, j'y reviendrai tout à l'heure, grand leader dans cette industrie-là, c'est Freycinet qui a inventé le béton précontraint. Et je ne dis pas ça par anecdote, je dis ça parce qu'en France, on a un savoir réel. Dans la salle, il y a parmi les plus grands experts ouest-européens de ce domaine-là. Comment on fait? Si on réduit la part de clinker, encore une fois, ce produit miraculeux qui est une reformation, une retransformation pour avoir des propriétés, notamment mécaniques, durabilité, maniabilité assez exceptionnelles, on le réduit et on met des produits qui viennent soit de l'économie circulaire, soit des produits qui viennent de carrière, mais qui ont des empreintes carbone bien plus faibles. Il y a un institut qui s'appelle le CERIB qui a fait au mois de septembre, c'est un spécialiste du béton précontraint, une étude là-dessus. Vous avez un nombre de produits comme les filaires calcaires, comme les produits pouzzolaniques, comme les produits argileux qui sont cuits, qui sont non cuits, je ne vais pas faire tout le panel, qui sont disponibles en grande quantité, qui ont des empreintes carbone bien moindres que le clinker qui est de l'ordre de 800 kg de CO2 par tonne. On peut avoir des produits qui sont de quelques dizaines de kilos de CO2 par tonne et qui viennent en complément du clinker. Et pour revenir là-dessus, c'est tout le savoir-faire des cimentiers. C'est, je reprends l'image d'Éric Berger qui parlait de gâteaux, de recettes, et ce n'est pas une honte, c'est d'avoir cette science absolue, et je suis entièrement d'accord que c'est en amont chez les cimentiers que ça doit avoir lieu, de réduire au maximum le taux de clinker et d'avoir l'intelligence et la combinaison, la capacité de combiner avec ces autres matières minérales qui viennent encore une fois de l'économie circulaire ou pas, et d'avoir des produits qui ont des empreintes carbone qui peuvent être 6 à 8 fois moindres que le clinker lui-même. On n'a pas de problème de sécurité d'approvisionnement. Il y aura suffisamment de tous ces matériaux pour remplacer le clinker dans l'hypothèse où la norme évoluerait assez vite. Alors, c'est une excellente question. Ça, c'est un sujet régional. Donc là, on est là pour parler de la France. Effectivement, si vous allez en Italie, vous allez en Islande, on n'aura pas les mêmes matières minérales. Je reviens sur l'économie circulaire où là, vous avez des pays, notamment dans les pays scandinaves, les pays nordiques, très, très en avance. Sachez qu'il y a des gens qui travaillent sur ce qu'on appelle le verre non recyclé, parce qu'il faut savoir que les verriers n'utilisent pas. Il y a beaucoup de travaux sur les sédiments marins actuellement. Il y a beaucoup de travaux. Alors là, la France, encore une fois, est précurseur sur ce qu'on appelle les fines de béton recyclés, c'est-à-dire les fines de béton qui viennent de chantiers de déconstruction. Là aussi, la norme va relativement dans le bon sens, encore une fois, pas assez vite, en France. Les autres matières premières, le filaire calcaire, honnêtement, il y en a partout.
ce n'est pas un souci. Ça vient des carrières, donc là on revient, il y a un sujet biodiversité sur lequel il faudrait une autre session pour en parler, mais par contre ça a une empreinte carbone très faible. Les matériaux qu'on appelle dits pouzzolaniques, c'est-à-dire la capacité d'avoir par exemple des argiles, ça dépend des géographies. Ça dépend, il y a un cimentier français qui est assez actif là-dessus. Si vous allez dans certaines régions d'Italie, il y en a pas mal avec les sources volcaniques. Donc ça devient régional, mais c'est là où il doit y avoir cette intelligence et cette capacité des laboratoires chez les cimentiers à recréer des formulations où il y a peu de clinker. Est-ce que les consommateurs de ciment et de béton sont prêts à utiliser ces ciments à bas niveau de clinker, maître d'ouvrage, maître d'œuvre? Est-ce que les collectivités, les donneurs d'ordre peuvent, ça peut-être Monsieur Janin pourra répondre aussi à la question, peuvent mettre dans leur marché, je voudrais utiliser tel type de ciment, tel type de béton? Alors, excellente question. Je vais revenir sur le point qui a été ancré tout à l'heure, la norme et la norme. Nous, on est absolument pour que la norme évolue rapidement et qu'on entre dans la norme. On n'a pas du tout envie d'être en parallèle. Il y a un problème derrière qui est fondamental, c'est ce qu'on appelle l'assurabilité. Je suis dans la salle qui est un expert dans les groupes d'experts solutions bas carbone qui travaillent là-dessus. L'assurabilité, et vous l'avez dit, quand on parle du béton, on parle de la sécurité. On parle de la sécurité des personnes et on parle de la sécurité des gens. Donc là, on ne plaisante pas. C'est même un des matériaux les plus fondamentaux. Vous avez entre le bâtiment et les travaux publics des échéances différentes, mais disons qu'on construit, du moins en Europe de l'Ouest, on construit pour 50 à 100 ans. On n'est pas sur des constructions modulaires comme nord-américaines où on a des visions sur une génération. On construit disons pour longtemps. Donc la durabilité est absolument fondamentale. Donc il faut absolument, et je laisserai les maîtres d'ouvrage à côté, le gouvernement français à côté de moi en parler tout à l'heure, mais il faut absolument qu'on rentre dans la norme. Sinon, ces gens-là que vous citez vont avoir, et on le comprend tout à fait, une certaine réticence à prendre des solutions qui sont non normées et qui ne leur donnent pas accès à l'assurabilité. Donc nous, on a deux demandes là-dessus. C'est point 1, allons plus vite sur les normes ciment et béton, et surtout, un petit message au dernier interlocuteur sur la commande publique, c'est aidez-nous sur les innovations bas carbone avec un panel. Donc, il y a des outils qui sont proposés par exemple, le Centre scientifique des techniques du bâtiment. Il y a les ETE, qui sont les évaluations techniques européennes, qui sont bien, mais il faudrait que la commande publique, les pouvoirs publics, nous aident à faire des chantiers avec des solutions bas carbone innovantes et bien sûr, tout un panel d'essais techniques et scientifiques qui sont validés auparavant, juste avant que ça rentre dans la norme. Alors, la norme, on la change comment? À quel niveau ça se passe? C'est européen, c'est français, c'est plus que ça? Alors, on va essayer de synthétiser parce que là, on peut passer des heures. Donc, vous avez deux niveaux. Si vous voulez, non, mais je plaisante, mais c'est pas simple parce qu'on est très actifs, nous, Ecosem, d'ailleurs, depuis relativement peu de temps par rapport au cimentier. Vous avez l'échelle européenne et vous avez l'échelle française. Et ensuite, vous avez l'échelle béton et l'échelle ciment. Pour faire simple, c'est un peu plus compliqué, on va dire que les normes ciment sont à peu près harmonisées au niveau européen. Pas le cas pour la dernière, mais peu importe. Les normes béton, non. Pourquoi? Les normes béton ont des volets nationaux qui sont à décliner par pays. Et ça peut se comprendre parce que, comme on l'avait bien compris, dans un béton, encore une fois, qui est une recette, vous avez du ciment, vous avez du sable, vous avez des granulats, de l'eau, et après ce qu'on appelle des adjuvants chimiques. Et effectivement, ces granulats, ça dépend complètement de ce qui est disponible en Suède et au Portugal, ça ne sera pas la même chose. Donc, on peut l'imaginer. Mais alors, ce n'est pas simple de s'aligner si jamais on n'est pas harmonisé au niveau européen. Pour le ciment, ça allait un peu plus. Donc, il y a des groupes, ce qu'on appelle des TC, le Technical Committee, le TC 51 pour le ciment, par exemple. Et après, vous avez des comités miroirs dans les pays. Et ensuite, dans les pays, vous avez des commissions et vous avez des groupes d'experts. Le seul souci, c'est que ces groupes d'experts, déjà, sont très, très pris. Donc, quand j'étais à la commission qu'on appelle P18B, P18C hier, qui est la commission béton, si vous voulez, pour trouver une date, on était en train de se batailler pour trouver une date fin juin. Enfin, on est sur des urgences climatiques et on se bataille pour trouver 2-3 heures fin juin. Et aucun commentaire par rapport à ces experts de grande qualité, mais on a vraiment ce souci-là. Vous avez trouvé une date finalement? Oui, en espérant que tout le monde sera disponible et que les personnes pourront s'y réunir en ligne, hein, parce que c'est un des avantages d'être en ligne. Donc, si vous voulez, c'est véritablement le tempo. Ces groupes d'experts, comme l'a dit Éric Berger, sont véritablement compétents en France. On a les meilleurs académiques. J'ai reparlé de Vika et de Freycinet en termes de découverte. On a des universités, on a l'ENS Cachan, on a Toulouse, on a véritablement des sommités. Il faut savoir que ce sont des gens qui sont représentés aussi dans les comités techniques européens. Le gouvernement français veut avoir le leadership sur la décarbonation, notamment des matériaux de construction.
je veux dire, on coche toutes les cases. Donc, c'est le bon moment d'y aller. Pour répondre à votre question, les comités normatifs existent, ils sont compétents, mais il faut que ça aille plus vite. Il faut essayer de sortir un petit peu de bureaucratie parce qu'après, on divise aussi en groupes, en sous-groupes, en comités d'experts et ça alourdit un petit peu le système quand même. Et alors, pour fluidifier le système, justement, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut accélérer le processus que vous décriviez ou c'est impossible? Alors, on ne doit pas plaisanter avec la sécurité. Je reviens là-dessus, qu'on parle du ciment, du béton. Ce n'était pas ma question. Non, non, mais j'y reviens parce que voilà, on ne veut pas faire, on n'est pas des têtes brûlées. Il faut être très clair parce que des fois, on ne veut pas avoir l'impression que notamment Ecosem veut aller, voilà, très très rapide. On veut respecter ça. Mais comme le disait Éric Berger, je pense que la contrainte normative doit nous aider. Et là, je me retourne vers le gouvernement, c'est-à-dire qu'il faut fixer à ces comités normatifs des plannings et vraiment des échéances. Il y a un comité qui s'appelle le GESBC, qui veut dire Groupe d'experts solutions bas carbone, qui s'était donné 18 mois pour sortir voilà, un certain nombre de documents comme un fascicule de documentation. Ça sera peut-être 24 mois, mais il faut tenir ces 24 mois, c'est-à-dire 2 ans. Il ne faut pas repousser, repousser et repousser. Donc j'ai envie de dire, donnons des ambitions et des échéances à ces groupes normatifs. Reda Belmadjoub, vous percez en ce moment le plus grand métro européen, le futur grand métro francilien. Vous êtes donc un très gros consommateur de ciment et de béton. Un ordre d'idée? Bonjour. Bonjour. D'ailleurs, merci donc, pour l'organisation de cet événement, donc, qui est d'une importance vraiment pour la construction et pour la filière de la construction. Donc, nous, à la Société du Grand Paris, c'est une société donc, qui a été créée en 2010 par la loi pour réaliser donc, ce qu'on appelle le Grand Paris Express. Je fais un petit rappel rapide donc, sur ce projet-là. Donc, c'est un projet donc, de création de 4 nouvelles lignes de métro, en plus du prolongement de la ligne 14, donc au nord et au sud, au niveau du Grand Paris. L'objectif de ce projet-là, c'est de connecter toutes les banlieues entre elles et de pouvoir aller d'un point A à un point B d'une banlieue à une autre banlieue sans forcément passer par Paris, ce qui est le cas actuellement. Et ce projet-là, c'est 200 km de lignes, dont 180 km de tunnels, 68 gares, nouvelles gares, sur déjà 200 km de tunnels existants. Donc, ça vous donne une idée de l'ampleur de la situation. Et en termes de béton, donc tout est construit. Donc, quand on construit des tunnels, ben, on fait un revêtement de béton. Quand on construit des gares, on fait un revêtement en béton. C'est la seule solution qui est pérenne. C'est-à-dire, on construit avec une durée, on doit donner des spécifications de durée d'utilisation donc des matériaux sur 100 ans. Et le matériau, il doit résister au moins 100 ans, prouver qu'il résiste 100 ans. Donc, pour vous donner un ordre d'idée en termes de consommation de béton, à fin 2021, on a coulé environ 3,5 millions de mètres cubes de béton. Et on va atteindre un pic dans les années prochaines, sans vous donner exactement le volume précis, on va couler à peu près 1 million de mètres cubes par an de béton. Et après, ça va décroître, bien sûr, hein, tout de suite, ça va décroître. Et l'objectif de la mise en service, c'est que en 2024, on aura la 14 nord et sud, donc qui va aller jusqu'à Orly, donc pour les Jeux Olympiques, qui va être mise en service. Et à partir de 2025, il y aura des mises en service qui seront effectuées jusqu'à 2030, des fameuses lignes, donc 15 sud, 16, 17, 18 et 15 ouest et 15 est. Alors, votre mission, c'est d'essayer de faire en sorte de réduire le bilan carbone de l'opération. Le bilan carbone, d'ailleurs, a été présenté il y a quelques semaines, me semble-t-il. Exact. Et il est plutôt bon. Vous pouvez nous rappeler les principaux chiffres? Alors, pour information, la construction et l'exploitation du Grand Paris Express, on parle d'à peu près 8 millions de tonnes équivalent CO2, dont la moitié est générée, 4,4 millions, est générée que par la construction. Ces 4,4 millions qui sont générés par la construction, la majorité vient de l'utilisation du béton. Et on sait que le béton, 90%
des émissions dues au béton viennent du ciment. Le reste, c'est toutes les opérations liées au granulat, au sable et aux adjuvants. Et là, là où nous, à la SGP, donc à la Société du Grand Paris, on a, grâce au directoire, qui a une volonté très, très forte de la prise en compte des enjeux climatiques, c'est de réduire fortement le bilan carbone pour les futures constructions qui vont arriver. Nous, ce qu'on souhaite, après, il faut garder en tête, hein, on construit, on émet du carbone, mais ce projet-là, et c'est ça ce qu'il faut garder en tête, va économiser beaucoup de carbone jusqu'à 2050. L'objectif, pourquoi on connecte toutes les banlieues, c'est pour éviter aux usagers d'utiliser leur voiture. Et il y a des études qui ont été réalisées qui précisent qu'on va éviter jusqu'à 2050 environ 14,5 millions de tonnes CO2. Donc, on a un bilan qui est effectivement, donc ce projet-là va nous permettre d'économiser plus de 14,5 millions de tonnes équivalent CO2 jusqu'à 2050. Alors, en termes de construction, Ouais. d'abattement de l'empreinte carbone, d'allègement de l'empreinte carbone de la construction, vous avez mené une série d'expérimentations. Vous pourriez nous les présenter et nous donner les principaux résultats? Alors, je vous avoue que c'est quelque chose qui est assez nouvelle dans le monde de la construction. C'est une très grosse prise d'initiative, et qui dit prise d'initiative, prise de risque aussi, de la part de la Société du Grand Paris, de favoriser les nouvelles technologies. Nous, ce qu'on veut à la Société du Grand Paris, et c'est vraiment un objectif, il faut garder vraiment ça bien en tête, c'est d'offrir l'opportunité à toute la filière de la construction, de tous les schémas, c'est-à-dire des maîtres d'œuvre, c'est-à-dire des bureaux d'études, des architectes, on va aller des entreprises, des contrôleurs techniques, des entreprises telles que Vinci, FH, Bouygues, et aussi des fournisseurs, par exemple les cimentiers, les bétonneux, tout ça. On veut leur offrir la possibilité d'expérimenter, que le GPE, le Grand Paris Express, soit un vrai terrain d'innovation et d'expérimentation des dernières technologies pour qu'en termes d'environnement, on arrive à massifier l'utilisation des matériaux qui seront bas carbone. Souvent, nous, ce qu'on rencontre, et on a beaucoup de freins, et c'est ça ce qu'il faut garder en tête, c'est les freins normatifs. Heureusement qu'en France, on a des normes qui nous permettent de construire pour être sûr qu'il n'y ait pas d'effondrement d'accidents structurels ou autres. Mais malheureusement, ces freins sont tellement forts qu'ils, des fois, nous bloquent en termes d'innovation, qui nous bloquent en termes de déploiement à grande échelle. Des fois, on va juste expérimenter une solution, mais pour la déployer à grande échelle, là, la norme, elle n'est pas dans la même temporalité d'évolution que la situation actuelle du changement climatique. Pour donner juste un exemple rapide, la dernière norme du ciment, la 197-5, c'est une norme qui a mis plus de 15 ans à sortir. 15 ans. Et moi, ce que je garde dans ça, c'est qu'à l'époque, en 2005, ceux qui rédigeaient cette norme-là, je me dis, ils étaient très précurseurs en termes de changement climatique là-dessus. C'est-à-dire, ils ont réfléchi à des solutions de substitution, de réduction du taux de clinker avec des matériaux, et c'est là où je vais parler des innovations qu'on essaie de mettre en place, des matériaux qui sont déjà disponibles, comme les argiles. Nous, à la Société du Grand Paris, il faut garder en tête, on a 46, on creuse, on excave, qu'est-ce qu'on fait de cette terre-là? On a 46 millions de tonnes de déblais à valoriser. Comment on va les valoriser? Donc, on a à peu près un objectif de valorisation de 70%. On parle de valorisation volume, c'est-à-dire on va combler les carrières, on va faire des aménagements de parcs avec ces terres-là, mais aussi, on a un objectif qu'on essaie de se fixer là, c'est la valorisation matière. Comment on peut transformer cette matière-là, qui est le déblai de la terre naturelle, en quelque chose qu'on peut réutiliser dans nos chantiers. On a plusieurs volets.
Le premier volet, et on a mené une expérimentation avec des labos de recherche universitaires et des bureaux d'études, c'est transformer, et tout en étant normatif, mais on aimerait bien aller au-delà de la norme, transformer ces argiles-là, ce qu'on appelle en pouzzolane calcinée, c'est-à-dire en faisant de la flash calcination dans des petits fours. Le clinker, c'est le produit de base du ciment. Il faut chauffer à plus de 1500 degrés pendant des heures. La flash calcination, on prend de la terre, on va la chauffer quelques secondes à un peu moins de 800 degrés et tout de suite, vous avez un élément qui va aller dans le ciment qui va être aussi performant que le clinker. Et c'est ça ce qu'il faut garder en tête. Là, la norme où elle nous bloque, c'est le taux d'utilisation. Par manque de retour d'expérience, je peux comprendre, mais c'est là où nous demandons, maîtres d'ouvrage, entreprises, cimentiers et autres, c'est que qu'on arrive à accélérer le process de test et de certification de ces solutions-là, de telle manière à avoir un retour d'expérience assez conséquent pour faire évoluer et donner de la matière au fameux groupe d'experts qui sont en train de rédiger les normes. Parce que les groupes d'experts, c'est bien, on a besoin de ces gens-là pour rédiger les normes, c'est des sommités dans le métier, mais il faut aller plus vite. Il faut aller plus vite. La temporalité, vous imaginez 15 ans pour sortir une norme? J'ai écrit des articles plus vite. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres expérimentations Oui. que vous avez menées et qui sont des pistes à explorer possibles? Voilà, il y a d'autres expérimentations qu'on essaie de faire. Alors, la Société du Grand Paris, pour offrir cette possibilité de terrain d'innovation aux industriels, aux titulaires, aux entreprises et autres, nous avons organisé ce qu'on appelle un événement des éclaireurs l'année dernière. On a appelé toutes les entreprises, la filière de la construction, à nous proposer, titulaires ou non titulaires de nos marchés, à proposer des innovations qui vont avoir un impact environnemental, quelle que soit l'innovation, pas forcément sur le béton. Ça peut être sur la réutilisation des déblais, ça peut être sur le béton, l'utilisation de matériaux innovants, nouveaux, par exemple pour le chanvre. Et on a retenu une dizaine de projets auxquels on est en train d'expérimenter. Par exemple, réutilisation des déblais, on va essayer de construire quelque chose, faire ce qu'on appelle de la terre crue. C'est quoi de la terre crue? C'est une méthode très ancienne de construction et on va essayer de réexpérimenter le sujet de telle manière à faire ce qu'on appelle des éléments de voirie en terre crue, tout en respectant les mêmes performances que la norme qui est offerte avec les bétons. Donc, c'est des choses qu'on peut faire. On a des vrais leviers d'action, mais comme a dit mon voisin, il faut massifier. Il faut massifier. Nous avons aussi… alors, en tant que maître d'ouvrage, nous, là où on peut innover et notre action, c'est au niveau des cahiers des charges. Nous, dans tous nos cahiers des charges, nous abordons, nous donnons un objectif. Nous ne pouvons pas, malheureusement, juridiquement parlant, dire demain, je veux uniquement ce type de ciment et ce type de béton spécifique. On ne peut pas faire ça. Juridiquement, on ne peut pas faire ça. Il faut, on donne une performance à atteindre. On dit, nous, voilà, on a des normes, on a des réglementations, donc il faut les suivre. La réglementation, la norme NF 206, elle dit, pour tel bâtiment qui a une telle classe d'exposition, faut utiliser tel type de béton avec tel type de composition exact. En France, tout est construit selon la norme. On ne peut rien faire sans la norme. Tout est dicté. Est-ce qu'on peut contourner cet obstacle? Oui. Alors, je comprends sur la norme, mais quand vous faites un appel d'offres, par exemple, pour telle section, vous avez besoin de 300 000 m3 pour telle section, est-ce qu'on pourrait mettre un critère du type, dans les critères d'évaluation des offres, il y a la quantité de CO2 à performance donnée, c'est-à-dire il faut tel type de béton, OK, mais celui qui se démerde pour avoir le taux le plus bas, y compris avec l'usine ciment qui est la plus performante, est-ce que c'est est-ce que ça compte dans le poids des critères? C'est une très bonne transition et c'est ce qu'on a fait. En fait, ce qu'on a fait pour les futurs marchés qui vont sortir, qui sont en cours de consultation, c'est ce qu'on appelle un bilan carbone cœur. Sur tous les types de matériaux. On ne s'arrête pas sur le béton.
on donne une sorte de bonus-malus pour l'entreprise. Dès la phase d'offre, maintenant, il faut engager quasiment toute la filière, c'est-à-dire même au niveau de la conception, par les maîtres d'œuvre, bureaux d'études, c'est-à-dire dès la phase d'offre, on dit, nous, SGP, nous, on a estimé un objectif d'émission carbone de temps. Voilà, qu'on a estimé réaliste. Et nous, ce qu'on vous demande, vous, entreprises qui vont répondre à cet appel d'offres, de respecter au moins ça, cet objectif-là, et d'aller plus loin. Et si vous allez plus loin, vous aurez un bonus. Si vous allez respecter pas, vous aurez un malus. Bien sûr, c'est capé, tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'innovation dans les critères d'achat. Et aussi, ce que nous avons fait, c'est dans les marchés, c'est que nous avons ajouté un critère de performance à atteindre en disant quasiment tous les bétons du GPE, parce qu'il y a certains bétons techniques qu'on ne peut pas forcément décarboner de manière tout de suite parce que c'est extrêmement technique. Hein. Donc, je parle du béton projeté, c'est un béton qui doit être pris immédiatement. Donc, le clinker, c'est ce qui répond parfaitement à nos solutions actuelles. Mais nos collègues, par exemple, Cimentier, travaillent sur des solutions alternatives qui sont en cours de R&D. Mais c'est de la R&D pour l'instant, ça prend un peu plus de temps. Il faut expérimenter ça aussi, mais on n'en a pas, ce poste-là n'est pas très conséquent sur le GPE. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'on a rajouté des clauses en disant quasiment tous les bétons du GPE doivent représenter 60% maximum des émissions de gaz à effet de serre d'un béton et qui est fait entièrement avec du clinker, du ciment clinker. Voilà. Donc, on cherche une réduction de 40%. Et on y arrive, parce que tous nos bétons, grâce donc, à ce qui est fait actuellement, c'est les laitiers. Hein, donc, on l'utilise de manière assez massifiée dans le GPE. Donc, quasiment, on est à autour de 90% de nos bétons sont dits bas carbone. Il n'y a pas de norme qui définit le bas carbone. C'est ça ce qu'il faut garder en tête. Nous, c'est un objectif qu'on s'est fixé. On essaie de faire du mieux qu'on peut. Voilà. Dans la norme, tout en cherchant l'assurabilité de la situation. Thomas Janin, je crois que la totalité des panélistes vous ont interpellé. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Est-ce que vous pouvez accélérer la rénovation des normes? Est-ce que l'État peut donner l'exemple, peut lancer des initiatives, peut faire construire des bâtiments utilisant des bétons bas carbone? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ouais, peut-être un premier point pour reprendre un peu ce qui a été dit. Enfin, nous, côté État, on est bien sûr favorable à la mobilisation de toutes les solutions qui permettront effectivement d'atteindre de la décarbonation. Dans le secteur de la construction, effectivement, le clinker, c'est assez dur à décarboner. C'est dur à décarboner compte tenu des émissions liées à la décarbonisation des matériaux. Mais voilà, on est prêt à étudier toutes les solutions et c'est peut-être pas compliqué moins compliqué quand on regarde au niveau du secteur de mobiliser tous les leviers possibles parce qu'effectivement, on n'est pas sur des limites physico-chimiques extrêmement dures comme voilà, quand on fait l'électrolyse, on ne peut pas atteindre un rendement supérieur à 1 quand on va séparer la molécule d'hydrogène. Dans le secteur des matériaux et vu les propriétés qu'on recherche, c'est un peu différent. Donc, on peut regretter qu'on n'ait pas suffisamment regardé dans le passé les alternatives à la construction telle qu'elle était faite historiquement. Mais en tout cas, on espère que ça va un tout petit peu bouger dans ce domaine. Et on est tout à fait prêt à accompagner le mouvement et à mobiliser tous les leviers qui existent. Donc voilà, en particulier, le CCS a été mentionné pour la décarbonation des cimenteries. Faut que ce soit mobilisé. Alors, c'est compliqué parce que ça nécessite l'accès à des capacités de stockage et que pour l'instant, on est assez loin d'un schéma cible puisqu'on n'a pas encore de terminal d'exportation de CO2. Il n'y a pas assez de trous pour accueillir Voilà. tout le CO2. On a potentiellement quelques trous en France qui peuvent se développer, en particulier dans la région de Lac et voilà, des projets assez matures en mer du Nord qui commencent à sortir, enfin en tout cas qui ont des perspectives claires de date de sortie. Mais voilà, il faut encore des terminaux CO2, il faut des réseaux pour amener tout ça. Donc, on est prêt à accompagner la partie de CCS. Il faut bien sûr être aux meilleures techniques
disponible sur la partie efficacité énergétique et tout ce qu'on peut faire sur le clinker. Et puis après, bien sûr, il faut penser à l'aval aussi, tout ce qu'on peut changer dans la formulation, dans les méthodes de construction pour arriver aux objectifs qu'on s'est fixés, qui sont extrêmement ambitieux, puisque effectivement, le paquet Fit for 55 nous obligera à rehausser les ambitions climatiques de la France. On était dans la stratégie nationale bas carbone, dans sa deuxième version, à moins 35% au niveau de l'industrie, et on a 9 points supplémentaires à trouver au niveau global. Donc, on n'est pas dans une équation facile, donc il faut vraiment qu'on mobilise tout ce qu'on peut et tout ce qui est faisable et ce qui coûte de préférence le moins cher, parce qu'après, il faut quand même que tout ça se fasse. Donc, enfin, ça, c'est pour le contexte un peu général. On sent qu'on est dans un contexte économique compliqué pour la filière, mais sur la partie ciment, le mécanisme d'ajustement au carbone aux frontières, les normes de la construction, en particulier la RE 2020, et effectivement les donneurs d'ordre publics qui commencent à regarder plus sérieusement la question de leur impact carbone, sont autant d'indices positifs pour dire qu'on est quand même dans un cadre favorable pour la décarbonation et qui vont permettre de faire les investissements et d'avoir des perspectives claires sur le futur. C'est peut-être un point sur lequel on a péché par le passé, c'est sur les perspectives. Je pense qu'on s'est insuffisamment projeté collectivement sur les conditions futures de la décarbonation. On a pensé que l'ETS allait rester à des niveaux ras des pâquerettes parce qu'il était ras des pâquerettes. Et ça a vraiment incité, enfin, ça a vraiment pas suffisamment incité tout le monde à faire les efforts qui allaient bien dans le secteur. Peut-être un tout petit mot sur la standardisation. Donc effectivement, l'État n'a pas un rôle majeur dans la standardisation, mais je pense que si jamais il y a besoin de s'impliquer sur un sujet aussi stratégique que ça, il n'y aura aucun doute que l'État peut aussi contribuer au processus de standardisation pour aller vers les solutions les plus pertinentes du point de vue collectif. Mais effectivement, ce n'est pas le rôle premier de l'État, donc c'est d'abord à la filière de proposer, de travailler, d'avancer. Éric Berger voudrait intervenir tout de suite. Oui, là, j'ai trop envie parce que, en fait, non, mais là, je dirais, j'en veux pas à l'État, j'en veux surtout, en fait, aux industriels qui se trompent de combat. Souvent, ils vont voir l'État pour demander des sous. Ils en ont obtenu d'ailleurs. Oui, non, c'est bien. Mais en fait, c'est pas le sujet. Quand on dit qu'il faut des CAPEX, machin, il ne faut pas rigoler. Je veux dire, les cimentiers ont les sous pour faire les CAPEX. Par contre, ce qui est dur, c'est de créer les conditions pour que les nouvelles technologies arrivent plus vite et soient marketables dans des conditions économiques satisfaisantes. C'est pour ça que le CBAM était indispensable avec la suppression des quotas carbone gratuits. Mais l'État peut servir de… Il y a un moment, il faut siffler la fin de la récré. Les patrons, dans la plupart des industries, ne se soucient pas assez des normes. Ce n'est pas le cas dans d'autres industries, hein. Mais dans ces industries traditionnelles, les patrons, ils sont là, ils gèrent leur PNL et ils délèguent à des experts qui sont là depuis très, très longtemps, qui vont à 2 à l'heure. Et il y a un moment, effectivement, ce que tu disais, fixer le calendrier, je suis entièrement d'accord. Ce n'est pas normal. Je dirais, une réunion comme ça, quand il y a un truc sur le Covid, on dit réunion la semaine prochaine. Et en visio, une réunion au mois d'avril. Enfin, on se fout la gueule du monde. Je veux dire, honnêtement, il y a un moment, alors il faut faire 2 choses. Il faut que l'État, à mon avis, et ça ne coûte pas cher, puisse faire des calendriers incitatifs. Quand vous avez demandé des feuilles de route nationales, ça a aidé à catalyser les choses dans la filière. Ben, il faut aller maintenant à une phase deuxième. Ensuite, chez les adhérents du SFIC, etc., faut arrêter d'inviter les seconds couteaux. Il faut que ce soit les patrons qui se mouillent. C'est leur boulot, s'occuper de l'offre produit et pas juste de piloter les gens qui s'occupent de l'offre produit. Je suis désolé, il y a des tas de secteurs, je peux vous dire, dans la chimie où les patrons sont directement impliqués. Ils ne pensent qu'à ça. Ils passent très peu de temps à la finance, les usines, etc. Ils sont là. Et ce n'est pas le cas. Je veux dire, il y a toujours les mêmes experts qui sont là qui sont dans les mêmes, dans des secteurs où quand les gens sont mauvais parce qu'ils ne vont pas assez vite, ils ont beau être compétents, il faut les changer pour aller plus vite. Voilà, quand il y a eu le Covid, on a fait ça. Là, c'est aussi urgent que le Covid.
D'autant que si j'ai bonne mémoire, effectivement, l'État a imposé au secteur une feuille de route de décarbonation qui fixe un certain nombre d'objectifs à moyen et long terme. Et via les plans France Relance et France 2030, il y a quand même un petit peu d'argent qui a été fléché vers la décarbonation de ce secteur. Alors, est-ce que la DGE, est-ce que Bercy, est-ce que l'État peut accélérer un peu le processus qui est jugé par tout le monde un peu trop lent? En tout cas, on note le souhait d'user encore davantage de l'influence de l'État pour aboutir à des normes effectivement plus favorables à la décarbonation rapide du secteur. Je pense que effectivement, c'est assez clair sur mes deux interlocuteurs de droite. Enfin, en tout cas, c'est bien noté. Après, effectivement, l'État est difficilement moteur dans ce processus, mais il peut tout à fait accompagner et orienter le processus de standardisation autour de ces questions-là. Effectivement. Catalyseur. Bien noté. Et effectivement, après, C'est une question de chimiste. Hein. Il y avait aussi effectivement après la question des soutiens publics. Donc, on est tout à fait prêt à soutenir, on va dire, l'ensemble des filières industrielles qui font des efforts importants pour la décarbonation. On estime que c'est nécessaire, en particulier dans la mesure où tous les investissements qui sont demandés ne sont pas rentables. Enfin, on le voit bien sur l'hydrogène. Pour l'instant, voilà, ça coûte très cher. Il faut soutenir les filières parce qu'on estime que c'est une technologie d'avenir. Mais ça coûte très cher. On est prêt aussi à le faire sur d'autres technologies, donc le CCS, etc. Ça a déjà été fait dans le cadre de France Relance. Donc dans France Relance, c'était 1,2 milliard d'euros qui ont été dépensés en un peu plus d'un an, qui ont permis d'identifier des projets, de mener à bien des projets qui représentent à peu près 5 millions de tonnes de CO2 évitées. Donc, c'est des pourcentages significatifs de nos objectifs. Après, on s'attaque peut-être à la partie la plus facile pour l'instant, mais maintenant, il faut s'attaquer au compliqué. Donc, ça, c'est l'objectif de France 2030, d'aller sur des technologies, de faciliter l'émergence de nouvelles technologies. Donc, il y aura des appels à projets ou des appels d'offres pour financer la décarbonation de l'industrie et cimentière en particulier, qui est voilà, un gros émetteur et un secteur compliqué. C'est en cours de design. Alors, c'est assez compliqué parce que la Commission européenne nous impose de faire des appels d'offres sur lesquels on essaye de faire enchérir des gens qui ont parfois des projets qui sont un peu des choux et des carottes. Donc, c'est assez dur d'avoir une homogénéité suffisante pour avoir des appels d'offres efficaces et utiles. Mais voilà, il y aura soit des appels d'offres par technologie, soit par secteur, soit globaux, qui permettent de faire ça, et ça devrait sortir au troisième trimestre ou en fin d'année, si tout se passe bien avec la Commission pour faire sortir ça. Et en particulier, ça devrait favoriser les technologies les plus ambitieuses et qui permettent vraiment d'atteindre on va dire des perspectives de massification et de faire baisser les coûts de ces technologies. Voilà, on parle du CCS, effectivement, les premiers qui investissent, c'est particulièrement compliqué puisque la technologie n'est pas révolutionnaire, mais ça nécessite quand même une massification et c'est plus cher pour les premiers, quoi. Comme sur les renouvelables, finalement, le premier à entrer avait un désavantage de premier entrant plutôt que l'inverse. Donc voilà, il y aura des projets de soutien et effectivement, il faut qu'on traite peut-être mieux les projets de ciment bas-clinker que jusqu'à présent. Parce qu'ils n'étaient pas forcément éligibles à certains dispositifs, en particulier puisqu'on regarde essentiellement le scope 2 et que l'ADEME estime que voilà, on est trop dans l'aval et qu'on ne pouvait pas forcément financer ce genre de projet, mais c'est quelque chose qu'on va essayer de faire évoluer le plus vite possible. Et donc, ouais, je pense que voilà, du coup, ces dispositifs permettront de financer des projets. On en a aussi financé pour l'instant un, possiblement plusieurs par la suite, sur l'appel à projet Première Usine, qui effectivement vise à financer des nouveaux entrants, parce qu'il y a quand même une volonté de ne pas se reposer uniquement sur les acteurs en place, et voilà, de laisser une chance aux technologies un peu émergentes et aux acteurs un peu nouveaux qui peuvent amener des choses dans le secteur. Et ça, c'est un vrai objectif qui a été fixé dans le cadre de France 2030. Donc, c'est quand même de ne pas que se focaliser sur les industries en place et donc d'arriver à faire entrer des nouveaux acteurs et des nouvelles technologies sur le marché. Et peut-être un dernier point, c'est sur la biomasse. Donc effectivement, on voit que, en tout cas côté des jeux, on est des ardents défenseurs de la biomasse dans l'industrie, puisque la biomasse est quand même quelque chose qui est très simple, en tout cas
relativement simple et efficace à faire brûler dans l'industrie, comparativement à d'autres solutions, en particulier l'électrification, qui peut être plus compliquée dans le secteur industriel. Donc, il faut vraiment en tout cas, on milite côté DGE pour une stratégie biomasse ambitieuse côté industriel, parce qu'on pense que c'est là un des endroits où la biomasse énergie est la mieux utilisée. Bien sûr, il faut que les autres usages de la biomasse, on parlait de la construction, soient respectés dans l'ordre de priorité, mais en tout cas, il faut que la biomasse énergie puisse aller raisonnablement vers le secteur de l'industrie. Et voilà, les matériaux en sont probablement, enfin, le secteur des matériaux en est probablement un gros consommateur de chaleur haute température qu'il faut continuer d'alimenter pour arriver à atteindre notre objectif de décarbonation et maximiser, on va dire, minimiser le coût de la transition vers l'économie bas carbone. Est-ce que la révision de la directive européenne sur les énergies renouvelables ne va pas entraver ce beau schéma, puisque le Parlement européen ne semble pas très favorable à la valorisation énergétique de la biomasse? Voilà, mais en tout cas, sur les autres usages de la biomasse, il faut effectivement qu'ils restent largement prioritaires, mais au sein du secteur biomasse-énergie, on estime qu'il faut vraiment que ce soit fléché le plus possible vers l'industrie qui est un consommateur efficace. Mais effectivement, il y a beaucoup d'opposition. C'est pas quelque chose de très simple sur ce sujet. Rien n'est simple, tout est compliqué. Merci Thomas Jana. On va ouvrir maintenant la séance de questions-réponses, alors avec des questions depuis la salle et des questions via les internautes qui sont sur Zoom, mais je ne sais pas où ils sont. Moi, je ne les vois pas. On fait peut-être déjà un tour de salle. Oui, on peut faire un tour de chauffe dans la salle. J'ai déjà une cliente. Oui, bien sûr. Bonjour, donc Laure Hélard, en tant que déléguée générale du syndicat français de l'industrie cimentière. Donc déjà, merci beaucoup pour l'organisation de cette table ronde et aux panélistes pour leur contribution. Donc je pense que vous l'avez dit en introduction, les enjeux sont massifs, donc on a besoin de la mobilisation de tous, et c'est important donc de recueillir tous ces points de vue. L'idée n'est pas de répondre à ce qui a été dit. Je pense qu'on partage dans le sein du secteur beaucoup des constats qui ont été faits et des recommandations, préconisations qui ont été apportées. Peut-être juste compléter sur certains points en donnant le point de vue du secteur industriel, des cimentiers qui produisent le clinker en France, puisque l'objectif il est bien celui-là, de continuer à produire en France du clinker. Le clinker qui est donc la matière qui sert derrière à faire donc à alimenter cette chaîne de valeur du bâtiment et des TP, donc de la construction. Et comme ça a été dit, on a besoin de la mobilisation de tous, les industriels, mais également les formulateurs que sont les bétonniers ou les chimistes, la maîtrise d'ouvrage qui va donc donner dans ses cahiers des charges des objectifs sur la réduction de l'empreinte carbone. Dans le bâtiment, le rôle des architectes, des concepteurs est important. Et donc, on est également convaincu qu'on a la possibilité de construire mieux avec moins. Donc, c'est aussi un levier important qu'il faut actionner. Donc, ça, c'est le premier élément sur mieux utiliser le matériau. Je rappelle d'ailleurs à ce propos que on a quand même baissé de 40% les émissions de carbone dans le secteur depuis 1990. Donc, c'est aussi parce qu'on utilise mieux le matériau. Voilà, donc moins 40% entre 1990 et 2015. Ça, c'est indépendamment, non, plus que comme vous l'avez dit, la consommation spécifique a assez peu changé. Donc, c'est essentiellement parce qu'on a aussi baissé les volumes. Voilà, ça, c'est le premier point. Alors, on a beaucoup parlé du facteur clinker, donc de la normalisation et du ratio C sur K. On entend que les panélistes challenge la profession et donc il y a cette volonté d'aller plus loin, de catalyser les groupes d'experts. On a besoin d'innover et c'est un secteur qui est challengé sur ce sujet-là. Donc, on entend tout à fait cette volonté d'aller plus vite et cette difficulté de concilier l'innovation et la normalisation et d'avoir le bon tempo.
Donc, oui, c'est sûr que 15 ans pour une norme, c'est complètement aberrant. C'est quelque chose qu'on a dénoncé très fortement, hein, y compris en menaçant de saisir la Cour européenne de justice, puisque c'était un blocage au niveau européen sur le mandat de normalisation qui a entraîné ce décalage très important dans la norme. On a besoin de retours d'expérience et on a besoin d'essais, et on a besoin d'études, et on a besoin d'expérimentation pour pouvoir normaliser et aller plus vite. Donc, tout ça est important. Le troisième élément sur lequel je voudrais intervenir, c'est le CCS, hein, d'une manière générale, le captage, hein, du carbone. Pourquoi on a besoin de ce dernier levier? C'est que, on ne l'a pas dit, mais les 2/3 des émissions du carbone, hein, quand on produit du clinker, c'est la décarbonation du calcaire, 2/3. Donc, même si on réduit le clinker et le ciment et le béton, il y en aura de toute façon. Et même si on réduit le tiers, hein, lié à la combustion, donc en mettant par exemple de la biomasse ou en travaillant sur l'efficacité énergétique, il y aura toujours 2/3 de ce qu'on émet aujourd'hui qui est fatal et inhérent au process. Et ça, c'est vraiment très spécifique à l'industrie cimentière. Alors, on ne parle pas de neutralité carbone, on veut contribuer aux objectifs de neutralité carbone, on veut réduire fortement, et donc on a besoin de travailler sur ces 2/3 et donc de déployer des technologies de captage de CO2 pour ensuite le stocker ou le réutiliser. Et ça, c'est des investissements qui sont massifs, qui vont venir en complément de ce qui est déjà consenti, hein. Aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de millions d'euros qui sont investis sur les sites pour travailler sur les premiers leviers, donc utilisation de biomasse, utilisation de déchets, réduction de la teneur en clinker, hein. On parlait de pouzzolane et d'argile calcinée. Ce sont également des investissements qui sont d'ailleurs en partie soutenus par le plan de relance. Voilà, mais on aura besoin, et il faut travailler dès aujourd'hui sur ces sujets-là, des technologies de rupture que sont le captage du CO2 pour le stocker et le réutiliser ensuite. Et on y travaille avec le concours de l'État. Voilà. Alors, il faudra capter, ça c'est le sujet des contrats de transition énergétique qui sont en train d'être travaillés avec l'État, puisque vous le savez que dans les 50 sites les plus émetteurs qui ont été identifiés en novembre par le président Macron, on a cet objectif de contrat de transition écologique, et donc de travailler site par site sur les objectifs de captation de CO2. Après, les contacts avec les puits potentiels, hein, les trous pour mettre le carbone, ça c'est fait au niveau des industriels. Par contre, les réflexions sont en cours avec l'ensemble du secteur et les équipementiers ou les spécialistes sur les infrastructures nécessaires, hein, pour aller derrière. Une fois qu'on a capté le CO2, il va falloir le transporter pour le stocker. Et donc là, oui, les travaux, ils sont en cours, hein. Mais ça a démarré aujourd'hui et ça a démarré. Et ça contribue donc à faire bouger fortement le secteur. Oui. Alors, y a-t-il d'autres questions dans la salle? Monsieur là-bas, pardon. Ah, très rapidement, oui, absolument. Voilà, merci pour ce panel. Alors, vous l'aviez compris, j'espère avoir été clair. Nous, on est en accompagnement des enjeux de l'industrie cimentière qui viennent d'être résumés. Je pense que l'industrie cimentière a besoin de technologies telles que celle d'Ecosem, avec un abaissement massif, ambitieux du taux de clinker. Et on a besoin de l'industrie cimentière car, vous l'avez compris, on est une société de taille très modeste avec des ambitions massives. Alors, mettre les pieds dans le plat, mais on a parlé de captation carbone, on a parlé d'hydrogène vert, on a parlé effectivement de biomasse. Tout ça, ce sont des sujets compliqués que nous, on soutient, qu'on accompagne, de nos voeux, on souhaite aboutir le plus vite possible. Mais ce que l'on insiste énormément, c'est que réduire le taux de clinker dans le ciment, c'est actionnable rapidement si les normes sont là. C'est quelque chose qui ne demande pas des capex supplémentaires dans les industries cimentaires, dans les sites actuels, car ce sont des gens qui ont le four, qui ont les mélangeurs, qui ont le stockage. Ce sont des choses qui sont déployées à la grande échelle de façon très, très rapide, puisque les technologies de ciment sont à peu près les mêmes à travers le monde. Donc, mon point, c'est ne diluons pas les arguments avec des investissements qui sont déjà, nous, on estime, très largement visibles et soutenus, alors qu'il y en a un, l'abaissement du taux de clinker, qui est actionnable, on le pense, très rapidement. Voilà. Juste, je me permets de réagir sur ce point, et je rejoins mon voisin là-dessus, c'est réduction du taux de clinker. Mais il ne faut pas oublier que dans
dans le monde de la construction, depuis toujours et depuis longtemps, on construit avec une démarche prescriptive. C'est quoi une démarche prescriptive? C'est que un maître d'œuvre qui conçoit, par exemple, un ouvrage ou quelque chose, au moment où il va consulter les entreprises pour construire, il va donner un cahier des charges. Dans ce cahier des charges, il va donner une démarche prescriptive qui est issue de la norme NF 206. Cette démarche-là, elle dit mon ouvrage, il est exposé de temps. Donc, s'il est de cette classe d'exposition, il faut utiliser tel type de béton. Et s'il faut utiliser tel type, avec tel type de résistance, tel type de machin. Et s'il faut utiliser tel type de béton, bah, pour cette classe d'exposition spécifique, il faut utiliser tel type de ciment. Et la filière de la construction a toujours fait ça depuis toujours. Sauf que récemment, la norme a évolué sur ce point-là, mais pas assez, s'il y a ce qu'on appelle une démarche performantielle, qui est ouverte, c'est-à-dire c'est totalement réglementaire. Il faut juste sensibiliser toute la filière de la construction pour vraiment prendre cette démarche-là, qui dit, moi, cette démarche performantielle, je vous ouvre la possibilité de le faire. Votre objectif, c'est d'atteindre les performances de durabilité. Il suffit juste de nous prouver que le béton que vous allez couler avec tel type de ciment ou tel type de ciment, on vous laisse le choix, tout en respectant, bien sûr, il y a des freins, et on ne peut pas tout faire, mais en disant, cette démarche performantielle, il faut que tu me prouves que ton béton va résister 100 ans. Voilà. Et c'est faisable, c'est quelque chose qu'on fait. Récemment, il y a eu le projet national PerfDurm qui a rendu ses conclusions sur ce sujet-là. Avant, c'était un peu flou, la démarche performantielle. On ouvrait la possibilité à le faire, mais on n'allait pas, et ce n'était pas très clair. Chacun faisait comme à sa sauce, selon des projets très spécifiques, avec des bétons très performants qui sortent du cadre normatif. Et là, le projet PN-PerfDurm a donné des conclusions sur les essais à réaliser pour atteindre les performances sur ça. C'est mieux cadré. Il faut, en plus de réduire le taux de clinker dans les normes, ouvrir la possibilité vraiment de réduire le taux de clinker, il faut sensibiliser toute la filière de la construction. Et cette sensibilisation, elle va jusqu'aux écoles d'ingénieurs, parce que les futurs constructeurs, c'est qui? C'est nos ingénieurs, ce sont eux qui conçoivent, ce sont eux qui conçoivent, ce sont eux qui prescrivent. Donc, tout ce travail-là doit être fait en amont. Et c'est là où l'État, on a besoin aussi de l'État, c'est sur la partie de construction durable, comment déployer la construction durable au niveau vraiment des écoles d'ingénieurs, des masters spécialisés, de telle manière, dès sortie d'école, on a une génération d'ingénieurs qui est tout à fait consciente des enjeux et comment l'utiliser. Parce qu'actuellement, on a des ingénieurs qui sortent, on leur dit, tiens, tu appliques bêtement la norme. La norme, on a toujours construit comme ça, on a fait démarche prescriptive, tu appliques, point. Il n'y a pas de démarche intellectuelle de comment, enfin, c'est en cours, bien sûr, il y a plein de leaders comme les écoles de Pont et Chaussée, le STP ou le Centre des hautes études de la construction qui sont dans la pointe de chercher à décarboniser avec ce qu'on appelle d'éco-conception. Mais c'est très important de noter qu'on peut faire quelque chose dès maintenant, sensibiliser, c'est le plus important. Une question ici. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présentation. Je suis Clément Trigonat, je suis indépendant dans le secteur du BTP. Dans ce que vous avez présenté, donc, pour réaliser cette décarbonation du secteur, il y a le cadre qui est nécessaire. Vous avez beaucoup parlé de la normalisation, qui est revenue plein de fois. Est-ce que vous pourriez aussi parler du rôle à jouer par la réglementation, s'il vous plaît? Ne vous battez pas. Oui, effectivement, c'est important de distinguer les deux. On confond souvent les deux. On peut normaliser un ciment, mais la RE 2020, par exemple, c'est plutôt une réglementation. C'est-à-dire, ça ne standardise pas le bâtiment, ça dit juste démerdez-vous pour que la performance baisse et c'est très bien.
Nous, on propose des choses au chiffre, par exemple, sur la réglementation. Ce que fait le Grand Paris, il faudrait créer une réglementation qui fait que tous les appels d'offres publics, parce que quand même une grosse partie du béton n'est pas que dans le bâtiment, c'est aussi dans le TP, et vous êtes un peu en pointe. Là, j'avoue que le Grand Paris fait des choses particulières, notamment même sur le recyclage des granulats, etc., des terres. Enfin, c'est vraiment hyper important. Et quand on a été au Shift, on a eu l'occasion de travailler avec l'équipe Macron à un moment. On n'a pas senti une très grosse motivation sur changer les critères sur voilà, donc c'est trop volontaire encore là-dessus. Alors qu'en fait, les boîtes de TP sont prêtes. Moi, j'étais dans un débat il y a 6 mois à Toulouse. Il y avait des représentants des grandes boîtes de TP qui ont dit nous, mais le matin, on est capable de faire un bilan carbone de notre ouvrage d'art sans problème et d'essayer de se battre là-dessus aussi. Mais il n'y a personne dans les collectivités publiques qui nous demande quoi que ce soit là-dessus. Donc vous êtes un peu, donc on peut le faire. Oui, absolument, il faut absolument le faire. Oui, absolument. La première chose. Je vais rebondir sur un autre truc. Je suis d'accord avec vous. La réglementation et la norme, aller beaucoup plus vite. Le CSTB, le CERI, tout ça prend des mois. Il y a une absence de priorité. Je veux dire, moi, je me rappelle que pour valider des choses, sur l'ITE, par exemple, l'isolation thermique par l'extérieur, qui n'avance pas, je le rappelle, pas assez vite. Il faudra aller beaucoup, beaucoup plus vite. On est très loin des logements qu'il faudrait donner par an pour un certain nombre de sujets. Parce qu'il n'y a pas la main-d'œuvre, parce que ça coûte cher, mais encore que les dispositifs fiscaux sont comme très, très, très bons, il faut être honnête. La France fait comme des aides énormes. Mais quand vous êtes un fabricant de systèmes d'ITE, par exemple, il faut se dire, OK, on en a pour 1 an parce qu'il y a une queue absolument incroyable. Moi, honnêtement, l'État, moi, je vois les dispositifs première usine, tout ça, je le vois dans d'autres secteurs. Par exemple, dans des pharma, chimie, c'est vraiment super parce qu'il y a des boîtes des startups qui vont pouvoir bénéficier de ça. Je suis président d'une qui va en bénéficier, c'est génial. Mais parfois, il y a trop, je ne vais pas dire qu'il y a trop d'argent, mais en l'occurrence, pour le secteur des cimentiers, je ne pense pas que ça soit besoin. Ce n'est pas de l'argent qu'ils ont besoin. Franchement, ça, je dirais même non. Moi, je donnerais 0. Non, mais il faut être honnête, c'est des grands groupes, machin. Alors, les startups, oui, mais il faut arrêter qu'ils pleurent. Ils augmentent les prix, là. Ils ont raison, d'ailleurs. Il faut le faire. On s'en fout que le ciment coûte 200 € la tonne. On s'en fout complètement. Par contre, c'est la rapidité. À la limite, cet argent, donner plus de moyens aux gens qui s'occupent justement de la réglementation, de la standardisation et des labos publics qui peuvent faire en sorte qu'on fait des tests, par exemple, de durabilité beaucoup plus vite. S'il y a 18 mois d'attente pour faire un test de durabilité, je veux dire, c'est catastrophique. Voilà. Honnêtement, divisé par 3 ce que vous allez donner aux cimentiers et mettez-le ailleurs. Juste en complément pour répondre à la question sur la réglementation, 2 réponses à 2 échelles différentes. D'abord la France et ensuite l'Europe. La France, on l'a dit, je crois en tout début de panel, la Euro 2020 pour moi, c'est pain béni. Je pense que le débat qui a eu lieu, qui initie un peu la guerre des matériaux, n'est plus trop d'actualité. Enfin, je l'espère. On est là en complément. Il faut juste se donner les ambitions d'aller encore plus vite. C'est-à-dire qu'on a des échéances qui vont accélérer au-delà de 2025 et surtout 2028. Encore une fois, je pense qu'on l'a démontré aujourd'hui, on a des atouts, on a des leviers qu'on peut actionner dès à présent. Donc, vous savez très bien que c'est au mètre carré avec… Il faut travailler sur la structure, il faut travailler sur le béton, sur le taux de ciment dans le béton et le type de ciment, dont le facteur clinker. Donc, la RE 2020, on est les seuls au monde. C'est le seul pays au monde où on a une ambition aussi claire qu'est réglementaire. Au niveau européen, deuxième levier de question, donc il y a ce qu'on appelle le CPR, le Construction Product Regulation, la réglementation des produits de la construction, dans laquelle nous, on est partie prenante, qui a lieu. C'est très, très long, c'est fastidieux. On demande aux MEPs, aux parlementaires européens, de prendre des positions sur ce type d'outil qui est particulièrement compliqué, mais ça va dans la bonne direction. Nous, on a un point de vue là-dessus, c'est avoir des ambitions en termes de durabilité vis-à-vis des enjeux du climat, beaucoup plus strictes dans le CPR. Donc, Ecosem, nous, on agit même au niveau européen sous cet angle réglementaire, pour répondre à la question. Alors, une question ici, une autre là-bas. Pardon, un dernier point, tout petit point supplémentaire sur la réglementation. Donc, effectivement, il y aura aussi le règlement éco-conception dont le Parlement européen a mentionné qui souhaiterait qu'il s'applique au ciment parmi les premiers cas d'application. Donc, qui pourrait être l'occasion de rajouter des critères environnementaux ou des réglementations environnementales en lien avec le ciment, même si c'est un secteur, tout n'est pas évident non plus.
Pardon, Ouais, j'avais un tout petit dernier point à évoquer sur l'achat public. Vous n'avez pas répondu vraiment à la question, mais sur l'achat public, je pense que les bonnes pratiques ont été décrites à ma droite, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Après, les acheteurs publics, c'est quand même une variété, une diversité. Tout le monde n'achète pas des millions de mètres cubes de béton chez toutes les typologies d'acteurs. Donc, il y a vraiment un intérêt à diffuser les bonnes pratiques au sein de l'achat public. Et c'est ce qui peut être fait sous forme de guide ou d'autres choses, si jamais il y a un intérêt collectif pour faire sortir les bonnes pratiques et arriver à faire en sorte que les acheteurs publics implémentent tout ce qui est déjà faisable. C'est quelque chose qui est tout à fait réalisable. Vous avez bien dit, l'État doit s'imposer à lui-même ce qu'il impose aux acteurs privés. C'est-à-dire, vous avez dit à tous les constructeurs de France et Navarre, y compris des petits CMistes. Un CMiste, c'est un constructeur de maisons individuelles. Il y a des gens, vous savez, ils vont faire 20 maisons par an, c'est rien. Et on leur a dit, mon coco, tu vas te taper la RE 2020. Donc, pour lui, c'est un choc absolument énorme. Donc, les maires de grandes villes, faut arrêter. Je veux dire, les CMistes ont 12 mois pour s'adapter. Les maires de villes au-delà d'un certain nombre je sais pas, on pourrait dire 5000 habitants, ils sont capables de comprendre qu'on peut mettre dans un critère d'appel d'offres, et puis il y a des services de l'État qui peuvent les accompagner là-dessus. Je veux dire, il y a plein de bureaux d'études, il y a zéro problème. Toute la filière est prête. Tous les acteurs sont prêts à répondre. Hein, je veux dire, il y a zéro problème. Hein. Si un CMIS peut le faire, croyez-moi, les services des municipalités peuvent le faire. Parce que c'est dur ce qu'ils font les CMistes. Hein. C'est des gens qui n'ont pas de moyens, ils sont là avec ils ont souvent leur bureau dans des bungalows. C'est moins confortable. Mais je vais en profiter justement parce que j'allais vous interpeller là-dessus. Pardon, oui, excusez-moi, Julien Bettler, moi je travaille à la Fédération française du bâtiment, plutôt sur les petits chantiers justement, pas les gros chantiers type SGP. Et donc du coup, je trouve assez contradictoire de dire les CMIs vont faire le boulot et en même temps, on s'en fout que la tonne de ciment soit à 200 €, parce que on est en plein là-dedans aujourd'hui. C'est que il y a la décarbonation, ça coûte, quoi qu'on dise. Il y a un renchérissement du coût de la construction. Et ça, aujourd'hui, nous, concrètement, ce qu'on voit, c'est qu'au bout du bout, il n'y a pas grand monde pour le payer. Il faut être très clair. Aujourd'hui, chaque fois que vous venez en disant, vous parlez de la RE 2020, le premier critère 2022 n'est pas très exigeant. Aujourd'hui, moi, je peux vous garantir que chaque entreprise qui vient en ayant une démarche un peu proactive, en disant je vais vous proposer une formulation de béton un peu meilleure que celle il n'y a rien à y gagner. On anticipe un petit peu les critères à 2025. Je peux vous garantir qu'il n'y a personne ne fait l'effort au bout du bout pour l'acheter. Pourquoi? Parce que le promoteur nous dit, monsieur, moi, mon logement bas carbone, je ne le vendrai pas plus cher que mon logement pas bas carbone à l'heure où je vous parle. Donc ça, c'est voilà. Première remarque, c'est juste pour avoir votre sentiment par rapport à ça. Et l'autre élément, il est un peu en lien avec ça. C'est que l'approche performantielle que vous évoquiez, ça marche à l'échelle de millions de mètres cubes de la SGP. À l'échelle d'un projet de 20 logements fait par une boîte chez moi, une approche performantielle, on n'en est pas là. Il faut que vous ayez en tête qu'aujourd'hui, même l'optimisation des structures, je pense notamment aux fondations, Dieu sait qu'il y a plein de moments où on sait qu'on met trop de béton dans les fondations, qu'on pourrait bien optimiser, sauf qu'on ne sait pas payer les études qu'il faut, sauf qu'on ne connaît pas tout à fait bien les études de sol, donc on en met plus pour être sûr. Voilà, la réalité aujourd'hui, elle est là, on part quand même de loin. C'est pour ça que je suis d'accord avec vous. La chaîne, c'est très compliqué. Il faut savoir que le bétonnier, c'est-à-dire des problèmes, la marge est énorme dans le ciment, elle est très faible dans le béton. Donc les bétonniers, c'est des gens qui travaillent avec beaucoup moins de moyens que ce qu'il y a en amont. Et ce qui est en aval, est en général encore moins de moyens. C'est pour ça que je reviens à un truc. Je pense qu'il y a trop d'argent dans les subventions de projets industriels chez les cimentiers. Je reviens là-dessus. Je suis désolé, Laure. Mais alors que c'est à l'aval que ça se passe. C'est à l'aval qu'on va dégouloter. La RE 2020 a mis la contrainte en aval, ce qui est excellent. Et c'est en dessous qu'il faut que ça dégoulote, les bureaux d'études, les machins, pour que les gens puissent travailler. C'est là que ça joue, parce qu'on ne mettra pas du CCUS partout. On ne pourra pas mettre du CCUS. Moi, j'ai envie de dire, CCUS, ce n'est pas sur une cimenterie qu'il faut le mettre. C'est sur un vapocracker qui va faire 1 million de tonnes de résine. Et là, on ne sait pas comment décarboner. Je veux dire, il faudra réduire le plastique, mais un vapocracker, malheureusement, on ne sait pas faire du plastique, même si on fait les taux de recyclage absolument considérables. Voilà. J'ai fait un petit calcul d'ordre de grandeur. Si vous voulez mettre toute l'industrie française, il n'y aura pas assez d'électricité pour faire tout le CCS. Donc, moi, à la limite, je préfère, comme l'hydrogène, on aura la même chose. Il faut le savoir à l'avance.
Donc, moi, j'ai envie de dire, mettez votre CCS sur Vapocracker. Il y en aura sur certaines cimenteries, mais pas toutes les cimenteries. Et accélérons sur le design des bâtiments, accélérons sur la baisse du taux de clinker, accélérons sur des nouvelles compositions béton. Ça sera de l'argent mieux dépensé que de subventionner des éléphants blancs. Enfin, pas un éléphant blanc, mais un truc qui va être trop tard et très cher et qui vient dans 10 ans. Là, on a des trucs immédiatement accessibles qui coûtent pas cher. C'est plus du soft, c'est moins du hard. Et vous aurez un rendement, enfin, je dis ça, qui sera beaucoup plus bien supérieur. Je veux dire, plutôt que de, moi, je veux dire, filer une subvention à un cimentier pour qu'il mette un CCS, sachant que, allez voir la présentation d'Heidelberg, qui théorise dans sa présentation aux investisseurs le fait qu'ils vont faire plus de blé avec les ciments décarbonés, avec des augmentations des marges, et déjà, ils augmentent les prix comme des malades, alors vous allez voir les résultats des cimentiers qui sont très, très bons. Je ne leur blâche pas, ils jouent selon les règles. J'aurais fait exactement la même chose qu'eux, donc pas de problème. Donc, il faut mettre l'argent au bon endroit. Hein. Juste très rapidement sur les prix, vous avez touché du doigt quelque chose qui est très important. Nous, on est très clair, on a fait un rapport ciment qui est disponible sur notre site internet qui est sorti le mois dernier. Sur la nouvelle technologie que l'on propose avec des taux de clinker, vous l'avez compris, très rabaissés de l'ordre de 20% et les effets de l'ETS qui quand même sont des quotas gratuits qui vont se retirer, le CBAM qui arrive, et d'autres matières, ce qu'on appelle les SCM, donc les matières premières secondaires qui viendraient compléter ces 20 et quelques pourcents. On arrive, nous, à des simulations de prix qui sont tout à fait en phase avec ce qu'on appelle dans le jargon les CEM2, c'est-à-dire les ciments, enfin vous connaissez vous, qui sont les plus… donc c'est possible. Et il ne faut surtout pas pénaliser, on parlait des constructeurs, évidemment, ici on a un très gros acteur, il ne faut surtout pas pénaliser. Donc il faut être à peu près, il faut absolument étal avec tout le monde là-dessus. Non, c'est hyper important, parce que la filière en amont, en aval, elle souffre. Il y a un moment, il faut arrêter de plaisanter là-dessus, c'est hyper important. Parce qu'un bétonnier a beaucoup de mal à augmenter ses prix en aval parfois, et le CMiste, il a beaucoup de mal. Je sais ce que c'est qu'un CMiste, j'ai vendu pendant plus de 10 ans à des CMistes des enduits de façade, et pour lui, l'euro au mètre carré, ça compte. Donc, il y a un moment. Donc, il faut être juste. Les grands groupes, tous, je ne dis pas que le ciment, donc tous les matériaux, en réalité, augmentaient leur marge cette année. Parce qu'ils étaient couverts sur un certain nombre de choses. C'est vrai chez Saint-Gobain d'ailleurs, la marge de Saint-Gobain, ils s'en vantent. Donc, ce n'est pas que les cimentiers, c'est tous les fabricants de matériaux ont augmenté. Je ne leur en veux pas, mais il y a un moment, il faut arrêter. Il faut trouver des moyens pour que ce n'est pas à ces gens-là qu'on donne toutes les subventions. Ils se vantent un effet prix qui était supérieur à leur effet achat. Donc, leur marge brute n'a jamais été aussi haute. Voilà, c'est une réalité chez tous les grands groupes fournisseurs de matériaux de construction. Allez voir un groupe comme CRH, c'est la même chose, marge record. Donc, encore une fois, je reviens à ça, mais ils n'ont pas besoin de subventions, ces gens-là. Il y a besoin d'aller aider tout l'aval de la filière et mettre le paquet sur les normes et les bureaux d'études et tous les organismes comme le CERIB, le CSTB qui doivent faire accélérer le processus. Alors, j'interviens encore une fois et je rebondis sur ce que vous avez fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui s'est dit à côté de mes voisins. Mais vous avez raison sur un point. La démarche performantielle actuellement, c'est une démarche réglementaire. Et c'est ça, en fait, que les gens n'arrivent pas à savoir. C'est qu'on part sur le principe que c'est une démarche qui est uniquement appliquée sur des grands ouvrages très spécifiques. Viaduc de Millau, les gratte-ciel de la Défense, on cherche des bétons très performants, donc on va aller dans cette démarche-là. Cependant, nous, notre objectif à la SGP, c'est de dire à tout le monde, utiliser cette démarche-là, même pour des bâtiments simples. Et c'est là où on va essayer d'encourager le CSTB, le CERIB, de nous aider, même de demander à l'État de nous aider à créer, à sensibiliser toute la filière de la construction parce qu'elle n'est pas sensibilisée à ce sujet-là. Moi, je le vois tous les jours. Donc, j'ai face à moi des maîtres d'œuvre, des entreprises qui me disent « Ah ben moi, la démarche performantielle, ah ben non, moi, ça fait 50 ans que je fais comme ça, pourquoi je vais changer demain ?» Donc, voilà, moi, je connais que ça, c'est bon. Moi, au contraire, utilisons tous les moyens qui sont disponibles, en plus, bien sûr, des objectifs de réduction de clinker, des taux de clinker et autres, mais sensibilisant dès les écoles d'ingénieurs.
sensibilisons sur ces sujets-là. C'est très, très important. Et je pense que ce qui serait très intéressant, c'est de créer des guides et qui existent déjà donc sur ces démarches performantielles, mais aller plus loin. Parce que là où ça bloque, c'est les essais et la durée des essais. Et c'est là où on dit c'est pas rentable. Voilà, on revient au sujet de la rentabilité. C'est normal, vous êtes des entreprises privées, l'objectif c'est de la rentabilité. Donc on ne va pas construire gratuitement. Mais c'est de l'anticipation, engager tous les acteurs dès la phase vraiment d'AVP, d'avant-projet. On réfléchit donc à la conception du projet en intégrant Sandy Marchand, en intégrant les délais nécessaires. Et ce qui serait intéressant, c'est de les réduire, ces délais, pour aller plus loin et les rendre plus accessibles aux petits projets. Nous, à la Société du Grand Paris, nous allons lancer, bon, il y a le tunnel, il y a les gares, mais il y a plus de 100 projets immobiliers qui vont être réalisés. Donc, ces 100 projets immobiliers qui vont être réalisés, c'est avec des seuils RE 2020 2028, même avant 2025, anticipés. Donc, on a sorti, et je vous invite à le regarder, c'est publié, hein, donc c'est le référentiel environnemental et sociétal qui est disponible dans la Société du Grand Paris, qui montre toutes les ambitions qu'on souhaite, biosourcés, géosourcés, favoriser des bétons bas carbone, mais qu'est-ce qu'on appelle bas carbone? Parce que ce n'est pas réglementaire, c'est ça, ce n'est pas normé. Il faut qu'on arrive à aller vraiment chercher une définition normée, à aller plus loin que ce qu'on nous, on s'est fixé des objectifs très ambitieux, mais il faut le faire. Voilà. Alors, on va poursuivre la démarche performantielle. On va répondre à 3 questions en 3 minutes. Bien. Oui, Loïc Divet, consultant, membre du groupe d'experts solutions bas carbone de la commission de normalisation béton. Voilà, alors je voudrais réagir sur plusieurs points. Déjà sur la normalisation, parce que il y a un travail qui est conséquent qui est réalisé actuellement depuis fin 2021 sur les solutions bas carbone. Donc, je crois qu'on avait cité le CIRIB, le CSTB qui n'allait pas si vite, mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de personnes, aussi bien l'industrie cimentière, l'industrie du béton, les producteurs d'addition qui travaillent sur le sujet. Il faut savoir que la norme, c'est le résultat d'un consensus. Et lorsqu'il n'y a pas de consensus, les discussions perdurent. Voilà. Donc, peut-être que chacun ses enjeux, chacun ses avis. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra avoir un comité des sages pour départager des avis qui sont parfois différents pour faire avancer les normes. Voilà. Donc, la lenteur des normes aussi, c'est du fait qu'on ne partage pas toujours le même avis. Et donc, quand on n'a pas le même avis, on continue à travailler, en fait. Alors, je voudrais réagir sur d'autres points. On a parlé de clinker. Pour l'instant, on ne parle que d'un seul clinker, c'est le clinker Portland. Il y a un autre clinker, c'est un clinker sulfo-alumineux qui est utilisé beaucoup en Chine, qui est intéressant parce qu'on a une cuisson à basse température, plus basse température, mais moins de calcaire. Donc ça aussi, c'est peut-être une voie. L'Europe n'a pas pour l'instant choisi cette voie. Ensuite, je vais évoquer l'approche performantielle que vient d'évoquer la Société du Grand Paris, en fait. C'est une approche qui est intéressante, mais qui ne concerne que les grands ouvrages, parce qu'elle est onéreuse, elle est longue, et puis il y a un contrôle régulier à réaliser. Donc, c'est quand même une démarche intéressante, mais qui n'est pas à la portée de tout le monde, en fait. Après, on a parlé beaucoup de normes, en fait. Pourquoi on parle de normes? Parce qu'on veut avoir derrière un assureur. Ça a été évoqué. La question fondamentale, c'est l'assurance. Est-ce qu'un maître d'ouvrage, au Société Grande Paris, va s'appuyer sur les normes parce que, justement, il a une garantie qu'il y aura un assureur derrière qui va garantir la structure, en fait. Mais bon, on a évoqué, il y a beaucoup de travaux qui sont menés actuellement en France, il y a beaucoup de startups qui travaillent, et eux, ils aimeraient bien réaliser, parce qu'ils n'ont pas encore ce retour d'expérience, ils aimeraient bien réaliser des démonstrateurs, de faire une mise à l'échelle. Et je pense que là, il y a un effort des maîtres d'ouvrage pour bien indemniser le risque avec peut-être des organismes compétents pour faire cette mise à l'échelle sur des ouvrages où il n'y a pas des enjeux trop importants au niveau de la structure. Mais si jamais il n'y a pas cet engagement des maîtres d'ouvrage publics, privés, pour aider à l'innovation, parce que la norme, même si on veut aller plus vite, elle va demander un certain temps, bien, il faudra accepter de pouvoir construire avec des agréments techniques. On a parlé d'agréments techniques français et européens, en fait. Ça aussi, une fois, pour démarrer, pour aider cette innovation. Parce que c'est vrai que l'innovation, qui dit innovation, on n'a pas le recul, on n'a pas le retour d'expérience. Alors aujourd'hui, on a des outils pour faire de la prédiction, des outils de durabilité.
qui vont permettre justement d'avoir un avis technique sur la pertinence de l'innovation. Alors, je souhaite rebondir. Donc, on parle beaucoup de maître d'ouvrage. Rapide. Très rapide. Très, très rapide. Donc, nous, à la Société du Grand Paris, on fait tout en nos moyens. C'est-à-dire, et vous avez bien raison de souligner les assureurs. Demain, moi, je veux construire quelque chose qui soit ultra bas carbone. Dès que ça sort d'un chouïa de la norme, le maître d'œuvre, le constructeur, il dit « Je suis désolé, je ne peux pas suivre, il y a mon assurance qui refuse d'assurer ça. » Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi il ne veut pas assurer? Parce que ce n'est pas dans la norme. Mais il faut que vous et le groupe d'experts, et vous faites un travail merveilleux, vous êtes des experts, vraiment une sommité dans le métier, et on compte sur vos consultations. Et je suis d'accord avec vous dans tout le travail normatif, et c'est ça ce qu'il faut noter, c'est un travail de consensus, c'est une démocratie, c'est un travail de consensus scientifique. Et pour qu'il y ait un travail de consensus scientifique, il faut mettre les moyens. Et là, je m'adresse à mon collègue à ma gauche, il faudrait donner les moyens à ces groupes-là de faire les essais, d'aller plus vite, de leur donner les moyens, de permettre de réaliser des situations très rapides, d'être accompagnés encore plus par le CSTB, par le CERIB, en donnant des priorités très fortes. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci pour cette présentation intéressante. Je suis Frédéric Ménard, j'ai été industriel, y compris dans le ciment. J'ai fait une thèse professionnelle à l'École des Ponts sur ces sujets de contribution. J'ai travaillé avec l'IFPEB sur un rapport sur le sujet, sur le PTES ciment de l'ADEME. Bon, je connais un petit peu le sujet. Et là, j'ai été je suis l'ex-directeur de l'Institut Négawatt. Il y a un sujet, moi, qui me questionne, c'est que j'ai l'impression que sur la durée, c'est les mêmes thématiques qui reviennent sur la durée, sur le temps long, même s'il y a une prise de conscience un peu plus, comme on l'a dit là, sur ces derniers temps, il y a un accélérateur énorme qui est la RE 2020, mais malgré tout, on est sur des sujets là qui ont été axés très, très normes, réglementation, très normatifs, possibilité de nouvelles solutions, etc. Mais on ne regarde pas les quantités, on ne se pose pas les questions de substitution. Ce n'est pas l'enjeu de la filière de se faire substituer par d'autres matériaux, mais on n'a pas évoqué la sobriété, on n'a pas évoqué les quantités de ciment ou de béton qu'on peut gagner au mètre carré, etc. Et ce que je veux dire par là, ce n'est pas seulement regarder ces sujets d'un point de vue, pas les regarder seulement d'un point de vue, même si ça a été vu par Reda, mais pas globalement dans la profession, et se dire pourquoi l'ensemble de la filière, et ce n'est pas que le sujet des cimentiers, justement, cette affaire, pourquoi l'ensemble de la filière n'est pas tant concerné? Pourquoi? Parce que qui a l'obligation de réduire, selon la SNBC, ses émissions à la tonne de ciment? C'est les cimentiers. Donc, ils le font dans leur mix produit. Ils essayent de vendre un peu plus de ciment décarboné. Puis après, en fonction de ce qu'ils ont vendu, ils multiplient ça par les quantités, par le facteur de chaque ciment, et ils obtiennent un résultat. Ils sont plus ou moins dans les clous. Mais au final, qui va décider derrière? Donc, le bétonnier, l'entreprise générale de construction, éventuellement le maître d'ouvrage qui peut influer. Comment on pourrait… donc, c'est peut-être une question un peu plus pour la DGE ou pour une réflexion sur ce point-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas globaliser une responsabilité? Puisque là, aujourd'hui, on regarde le sujet d'un point de vue technique, on ne se pose jamais les questions sur les quantités, globalement. On les produit parce qu'il y a de la demande. Puis derrière, on a répondu à la demande, mais comment on a fait pour flécher davantage? Et comment on met ensemble la chaîne de valeur? Alors, juste, je me permets, en tant que représentant de Société du Grand Paris, de répondre sur la partie quantité. Et vous avez bien raison. Nous, même pas nous, c'est une question de toute la filière, même de l'éducation, et j'insiste encore dessus, sur les écoles d'ingénieurs. Il faut former nos ingénieurs à l'éco-conception, mettre du béton là où on en a besoin, pas plus, pas moins. Mettre des aciers là où on en a besoin, pas plus, pas moins. Là, récemment, avec la Société du Grand Paris et les projets qu'on a retenus d'innovation, on travaille plusieurs entreprises, des startups comme des gros majors comme Vinci, à favoriser l'utilisation, ce qu'on appelle des poutres évidées de type
pourquoi moi, la technique de construction me permet de construire une poutre remplie? Ben, je n'ai pas besoin d'autant de béton sur tout le truc. Il y a des zones qui ne sont pas du tout sollicitées. C'est réglementaire, on peut faire des choses. C'est une question de sensibilisation de toute la filière de la construction. Voilà. Ouais, mais la sensibilisation, ça fait… Les intentions, qui, dans le cas où vous le faites, c'est clair, mais de le généraliser en disant que pour faire cette massification, il faut qu'on continue effectivement à faire cette sensibilisation qui existe. Mais ma question vraiment de fond, c'est qu'est-ce qui ferait que ça changerait vraiment, là, qu'on accélérerait? Puisqu'on parle de ça depuis déjà pas mal de temps. Non, mais alors, je suis d'accord avec vous, hein. La sobriété est indispensable. D'ailleurs, si vous regardez dans le PTEF qu'on a sorti, globalement, sans sobriété, on ne peut pas faire reboucler l'économie française. La technologie ne suffira pas, c'est clair. Et même moi, qui suis technophile à fond, quand j'ai voulu, par exemple, je voulais mettre plus de CCUS pour pouvoir décarboner plus facilement. Je n'ai pas pu le faire. Pourquoi? Parce que le responsable du dossier énergie au Shift, quand je lui ai réclamé des térawattheures pour pouvoir décarboner avec mettre du CCUS, parce que je me dis, bon, finalement, c'est pas mal le CCUS. Hein, ça c'est pratique, ça me fait un peu l'aspirine. Je traite pas la cause, mais je traite le symptôme. Il m'a dit, non, mais j'ai plus de térawattheures à te passer. C'est pour ça que je n'ai pas pu en mettre plus, parce que j'aime pas le CCUS. Donc, on ne peut pas reboucler sans sobriété, je suis d'accord. Maintenant, il y a deux sobriétés à deux niveaux. Il y a est-ce qu'on peut construire moins de neuf? Il y a une idéologie en France, il faut 500 000 logements, sinon on n'y arrivera pas. C'est totalement bidon. L'Angleterre, qui a autant de population que nous, avec autant d'immigration que nous, construit moins de 150 000 logements neufs par an depuis 30 ans. Et nous, on explique qu'à moins de 400 000, c'est la catastrophe. Je dis, voilà, on pourrait penser aussi l'aménagement du territoire de façon différente et la façon d'habiter de façon différente. Ce que propose d'ailleurs le chiffre, il y a des rapports là-dessus qui sont très, très importants. Je sais, moi, j'ai clamé aussi qu'il fallait 400 000 hein, pendant 30 ans. Donc, j'ai participé au truc. Hein. Je ne suis pas perdreau de l'année. Hein. Éric Berger, voilà. on va prendre une ultime question. Oui, et ensuite, la sobriété, la RE 2020, comme si on forme, les gens vont être obligés de réduire les quantités. Donc, ils vont penser. Je ne vois pas ce qu'on pourrait faire de plus pour un constructeur de maison duel ou un designer mieux que la RE 2020. Il va être obligé de commencer. Parce que là, on n'a pas encore vu les effets. Mais 2028, ça va être compliqué. Hein. Là, maintenant c'est facile. Mais 2028, ça commence à devenir sportif. Allez, un coup de sport, c'est l'ultime question. Réponse en 30 secondes. Merci. Alors, ce n'est pas forcément une question, c'est une réaction un peu à tout. Félicien Thiou, collègue de l'Or et l'Art, je suis un industrie cimentière, je suis responsable construction durable. Et je voulais répondre par rapport à ce qui a été dit juste avant et vos interventions. Effectivement, moi, je travaille sur la réduction et notamment pas mal sur la RE 2020. Vous aviez abordé beaucoup de thématiques, mais qui étaient beaucoup liées au ciment lui-même. Et effectivement, l'industrie cimentière travaille également aussi sur la réduction de matière hein, de manière importante. Et ça fait clairement partie des leviers que je pense qu'il faut pousser très rapidement, 2025-2028, pour aider à passer les seuils de la RE 2020 dans la construction. Alors, le génie civil, c'est un peu plus particulier. Hein, voilà, il faudra traiter ça un peu à part. Mais clairement, là, pour répondre à la RE 2020, l'économie de matière est clairement une des solutions et on a plein de pistes là-dessus pour réduire ces quantités-là et du coup les impacts. En plus de tout ce qu'on peut déployer en tant que produit, optimisation des taux de clinker, optimisation des compositions, des squelettes granulaires, etc. Et du coup, je voulais aussi un petit peu compléter avec ça, parce qu'on met en parallèle là beaucoup la RE 2020 uniquement par rapport aux produits béton. Il ne faut pas oublier que la RE 2020, c'est sur le bâtiment entier. Donc, c'est à horizon 2031, moins 35% sur l'ensemble des composants d'un bâtiment. De ce qu'on fait en projection au niveau du SFIC sur les solutions béton, on arrive quasiment à 2031 à atteindre, avec des solutions qui existent déjà, ce seuil de moins 35%. Mais il faut avoir en tête que le gros œuvre, donc le béton, dans un bâtiment, comme on construit maintenant, c'est en gros un tiers de l'impact. Donc, il reste encore 35% à aller chercher sur 2 autres tiers du bâtiment. Voilà. Donc, effectivement, le béton a une grosse impact au niveau de la France et au niveau des bâtiments. Il ne faut pas que ça masque tous les efforts qu'il y a à faire ailleurs également. Voilà. Juste une réaction là-dessus.
Pas de problème, on est complètement d'accord avec cela. Je pense qu'aujourd'hui, la thématique, c'est de parler justement du ciment et du béton. Alors, attention à ne pas diluer et à dire on peut récupérer sur les fenêtres ou sur d'autres corps d'État. C'est tout à fait vrai. Le principe, c'est de parler aujourd'hui quels sont les leviers pour vraiment décarboner sur la partie ciment et béton. Donc, voilà, on revient quand même au cœur du sujet. S'il vous plaît, je vous propose de poursuivre la discussion autour d'un café. Oui, on va le faire. Parce que on est un petit peu en retard maintenant. On doit libérer la salle, comme on dit. En revanche, ce qui est formidable, c'est que vous avez tous et toutes ouvert de nouvelles pistes de discussion. Donc, je pense qu'il y aura matière à organiser d'autres réunions de ce type. Merci à vous tous et bonne journée.